Je pense pas que je pourrais m'épanouir dans une industrie avec des paramètres. Ouais. Ce que je trouve cool de la tech, c'est qu'il y aura toujours un truc à apprendre. Ouais. Puis je pense que si j'ai une chose qui me fait peur, c'est de plus apprendre à un moment donné. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui sur le pod, je jase avec Hélène Soyer, Fractional Talent Acquisition Partner. Donc une experte fractionnelle en recrutement en tech pour plusieurs entreprises comme Diagram, Nextap, HugoWork. On retrace son parcours de la France au Québec, son passage aussi chez Coveo pendant 6 ans avec la grosse XP en recrutement tech. On parle de pourquoi on la surnomme le Kraken, de la marque employeur, de comment structurer l'intuition dans l'embauche, des soft skills en tech, puis de pourquoi la rémunération, c'est pas juste de l'argent. Alright, on passe au show. Let's go! Hélène Soyer, bienvenue sur Ça se passe. Merci, Franck. Je suis content de te voir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi. Ça fait plaisir. Hélène, j'aime ça commencer l'épisode souvent en racontant un peu comment je connais l'invité. Te rappelles-tu comment on s'est connus? Oui, en fait, c'est toi qui m'as approché. Je suis retournée dans mes messages LinkedIn. Tu m'as approché il y a 2 ans. C'était même une veille de Saint-Valentin. Je pense que c'était le début d'une histoire d'amour professionnel, Frank. Dans le fond, on se connaissait absolument pas. Puis tu m'as écrit pour me demander des informations sur la tech stack de Coveo puis les bénéfices de l'entreprise. Faut se remettre en contexte. Coveo, on était public depuis peut-être 1 an ou 2. Là, donc, on se faisait tout le temps répéter par l'égal de ne pas partager l'information. Fait que moi, je te vois arriver. Je suis comme, c'est qui ce gars-là? Pourquoi il veut savoir ça? Donc, je t'ai demandé plus d'informations. Puis, j'ai eu droit à ton premier elevator pitch. Exact. C'est incroyable parce que c'était une des... Bon, l'idée initiale de Ça se passe était beaucoup plus data-centric que la compagnie est devenue. C'est-à-dire avoir un répertoire, un index là, extrêmement bien nourri de métadonnées sur toutes les compagnies de SaaS au Québec. Puis je pensais peut-être à un moment donné monétiser ça et tout. Fait que je voulais avoir des compagnies légitimes puis cool aussi, qui ont des détails à propos d'eux. Fait que j'étais là, bah man, I guess je vais écrire au monde de quelqu'un qui est directrice chez Coveo en côté RH, côté talent, parce que je me disais, pour eux, ils vont, dans leur tête, ils vont avoir une cloche qui sonne de genre, c'est une vitrine de plus sur notre compagnie, c'est un joueur local, peut-être que ça va nous amener des embauches. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'était tu sais, en startup, on dit souvent do things that don't scale au début, là. Écrire aux directrices de RH et ou aux directeurs d'engineering pour avoir la tech stack de toutes les... Ça scale pas pantoute, là, tu sais. Fait que je l'ai fait pendant un bout, genre, pour kickstarter le début de l'index, mais à un moment donné, on a bougé à d'autres choses. Puis ce qui est cool avec toi, c'est que rapidement, quand j'ai lancé le podcast, toi-même, t'es revenu vers moi, tu sais, puis t'as dit « Hey Frank, tu sais, c'est sérieux ton truc, ça paraît, tu l'as starté pour vrai. Si jamais tu veux qu'on fasse de quoi avec Coveo, nous, on va s'impliquer, tu sais. » Puis alors que il y avait épisode 2 de sortie, là, tu sais, tu comprends? Exact. Ce qui t'a aidé, c'est que je connaissais les personnes, Tom Paquin notamment. Oui, fait que j'étais comme, hey, moi aussi, je veux Coveo, on aille sur ton podcast. Je t'ai donné de l'information il y a 3 mois, là. Je veux faire partie de l'aventure. Ouais, puis c'est long story short, mais pour la première année complète de Ça se passe, Coveo a été un partenaire certifié, puis c'était un super beau logo à mettre pour nous, puis tout ça. On a organisé un paquet d'événements ensemble. Je veux dire, ça a aidé à financer Ça se passe. Fait que tout ça, c'est parce que t'as quand même été game d'y croire puis de faire comme « Ouais, sure, on va regarder ça ensemble. » Fait que merci. Hey, de rien. J'y crois encore beaucoup, d'ailleurs, à ce que tu fais. Merci pour tout ça. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, tu représentes plus Coveo, tu te représentes toi-même. Fait que dis-nous donc, c'est qui Hélène? Vas-y. Oui, écoute, si tu vas sur mon LinkedIn, ce que tu vas voir, c'est que j'ai fait du droit. J'ai étudié en droit. Bon, vous l'entendez tous à mon accent aussi. Je suis française, là, je ne peux pas me cacher. Donc, j'ai grandi à Paris. Puis, j'ai fait mon droit à la Sorbonne. Donc, mon bac, ma maîtrise en droit international des affaires, pour me rendre compte au final que je ne voulais pas être avocate. J'ai entendu plusieurs personnes d'ailleurs sur ton pod, des Français, qui ont dit qu'ils avaient étudié dans un champ pour finalement changer d'avis. Donc, je pense qu'on a un petit problème systémique en France à ce sujet-là. Donc, finalement, avec tout ça, je me rends compte que je veux pas nécessairement pratiquer le droit. Donc, j'ai décidé de quitter vers le Québec pour faire une autre spécialité en droit encore. Je donnais une dernière chance, en droit de l'environnement. Puis j'ai choisi le Québec parce que le droit québécois est fondé sur le droit français et le droit anglais. Puis j'avais étudié dans les deux, donc ça me permettait de ne pas repartir de zéro.
Wow, OK. Ouais, donc, je suis arrivée pour une maîtrise courte en droit de l'environnement au Québec. Puis, j'avais choisi l'Université Laval à cause de la vie associative parce que j'ai toujours fait partie de plein d'associations OK. étudiantes. Puis, finalement, après cette maîtrise courte, tu sais quoi, j'ai eu la confirmation que non, je voulais pas faire du droit finalement. Puis là, je me suis demandé ce que j'allais faire. J'ai enchaîné avec un MBA pour essayer d'étendre un petit peu mes horizons, puis d'en apprendre plus sur la gestion des entreprises. Puis, après 10 ans d'études, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je commence à travailler plus sérieusement. Puis, avec tout ça, à travers mes études à l'Université Laval, j'ai fait partie d'un micro-programme en leadership et OK. gestion. Donc ça m'a comme familiarisé avec des concepts autour d'une gestion plus authentique, plus responsable, on va dire, histoire de ne pas être un boss toxique, là, finalement. Puis j'ai aussi fait partie d'un micro-programme d'émissions commerciales. Il y en a plusieurs sur ton pote, et Tom, Tamer, Ouais, c'est vrai. Marie-Catherine, qui l'ont fait. C'est vrai. Puis en gros, c'est comme un micro-programme qui familiarise les étudiants avec le développement des affaires à l'international. Donc ça, c'est une super bonne école pour apprendre à faire de la vente, apprendre à faire des cold calls, etc. Fait que tout ça, ça fait que je me suis rendu compte à la fin de mes études que j'aimais le côté vente, j'aimais le côté gagner, grit, avoir un challenge, closer, j'aimais ça, mais que je ne me voyais pas faire ça non plus de façon quotidienne. Il manquait un petit peu un purpose. Puis, je me demandais vraiment ce que j'allais faire et je suis tombée sur une offre d'emploi de Coveo OK. pour être recruteur en vente et marketing, donc pour recruter pour les départements de vente marketing de l'entreprise. Puis j'avais déjà un intérêt pour la tech. Là. Moi, je suis le genre en tout cas, à l'époque, j'étais le genre à m'obstiner contre mon laptop s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je cherchais sur des forums les solutions. J'ai fait des invites de commandes à 2 h du matin jusqu'à complètement fucker mon laptop et devoir le remettre aux paramètres d'usine. Là, ça m'est arrivé une couple de fois. Je suis très têtue. Donc, je suis arrivée comme ça chez Coveo. Je suis tombée en amour avec l'équipe. Et puis, je trouvais le mandat très intéressant, le mandat de recruteur, parce que il s'agissait de vendre finalement la compagnie. On se rappelle qu'en 2018, c'était un marché un petit peu plus saturé. Il n'y avait pas tant de monde qui travaillait en SaaS, donc il fallait à la fois, oui, sélectionner les bons candidats, mais aller vendre l'opportunité, puisque Ouais. Coveo voulait quand même déloger des super bons employés auprès de très grosses entreprises. Fascinant. Excellent recap. Merci. Juste une petite question hors script, si tu me permets. Pourquoi le Québec? Est-ce que c'est strictement à cause des dynamiques du droit québécois ou il y avait comme quelque chose comme culturellement, géographiquement qui t'attirait par rapport au Québec? Oui, ben, je te dirais que l'aspect vraiment droit, c'était la motivation OK. principale, parce que si j'avais été aux États-Unis, il aurait fallu que je reparte de zéro dans mes études de droit. OK. Mais en même temps, j'avais vraiment envie d'explorer culturellement quelque chose de très différent. Puis j'avais bien vu là, qu'il y avait beaucoup de Français qui allaient à Montréal, donc je me disais pas Montréal, pas le plateau. Si je venais au Québec, c'était pas pour juste être avec des Français. Puis ce qui m'a fait rester, en fait, c'est l'amour. Frank, j'ai rencontré mon chum ici, c'est un Québécois. Donc, OK, ouais, ouais, let's ouais. go. Fait que Cupidon à Québec, let's go. C'est très cool. Est-ce que tu voudrais m'expliquer, parce que tu es une des seules personnes qui m'a amené un cadeau, right, en acceptant mon invitation sur le pod. Fait que je suis très, très, très reconnaissant. Pour les gens qui l'écoutent en version vidéo, vous avez le café ici, Kraken Blend, que Hélène m'a amené. Merci, Hélène. Le Kraken, c'est comme autour de ta marque, là. Aujourd'hui, tu opères en tant qu'experte fractionnelle en acquisition de talent puis en recrutement. C'est quoi le Kraken? Ça vient de où, cette histoire-là? Oui, c'est une histoire assez drôle de mon temps chez Coveo. Dans le fond, j'avais une capacité, disons, qui se démarquait dans l'équipe de recrutement à aller capturer l'intérêt de certaines personnes qui étaient plus tough à avoir. Donc, autant aller capturer l'intérêt avec un message d'approche à froid, quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de moi, mais juste assez stimuler l'intérêt pour pouvoir ensuite pitcher à l'oral l'opportunité, la business, puis après commencer à poser mes questions de qualification. Ça m'est même arrivé d'avoir des personnes que j'amenais dans le processus et qui ne se rendaient pas qu'ils étaient dans un processus d'embauche avant certaines étapes, là, puis ils recevaient une offre à un moment donné, puis c'était comme j'ai rien vu venir, je suis juste tombée en amour avec l'équipe et la compagnie, puis je pensais même pas à changer de poste, puis genre je suis pris par surprise. Fait que ça m'a valu une certaine réputation, je te dirais, dans l'équipe. L'analogie, c'était que j'avais des tentacules qui se déployaient, qui s'enroulaient autour de mes victimes, entre guillemets, donc des candidats, puis je les ramenais à la maison tranquillement. Ouais, ça me fait des flashbacks de genre Pirates des Caraïbes, puis genre
C'est exactement toute cette ça. espèce de fantaisie-là. Écoute, quand j'arrivais à faire comme ça un bon coup en recrutement, mon gestionnaire était toujours le premier à crier dans le pod Unleash the Kraken. Tu sais, puis c'est allé tellement loin. Il y a des emojis encore aujourd'hui dans le Slack de Coveo autour du Kraken. Tu sais, quand il y avait des présentations corpo à l'échelle de l'équipe RH, c'était pas mon nom qui était marqué dans l'agenda, c'était juste Kraken. Genre, tu sais, Fait qu'ils t'ont vraiment oui. créé un personnage autour de ça, c'est malade. Puis ça me fait penser, mon petit chien, mon Pomsky Shadow, un de ses toutous préférés depuis Forever, c'est un Kraken, justement. Ouais, ben écoute, j'en ai 4 à la maison en ce moment parce que depuis que j'ai commencé ma pratique et que j'ai adopté le brand Kraken, ben on m'en offre beaucoup. Donc j'ai beaucoup de Kraken à la maison en ce moment. Puis c'est ça, quand j'ai décidé de me lancer en consultation, tout le monde autour de moi était comme « t'as pas le choix d'intégrer le Kraken à quelque part ». Fait que j'ai fini par l'adopter. Well done, je pense que c'est bien joué. Explique-moi, vulgarise-moi ce que ça fait une experte fractionnelle en acquisition de talent. Oui. Les entreprises ont des besoins de recrutement. Ouais. Right? Si tu veux embaucher, si tu veux grandir, tu as besoin de trouver la bonne personne. Un expert fractionnel, c'est quelqu'un qui va apporter son expertise, donc que ce soit en marketing, en finance, en technologie. Donc moi, c'est en acquisition de talent. Okay. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va venir se mettre les deux mains dedans. C'est comme ça que je le vois. Peut-être à la différence de consultants qui vont peut-être te faire un diagnostic, des recommandations, puis s'en aller après. Je trouve que le fractional, il vient vraiment... il vient se mettre dans l'arène avec toi. Tu sais, comme moi, par exemple, avec tous mes clients, je demande à avoir une adresse courriel, puis je travaille dans les systèmes de mes clients. Okay, nice. Donc, ce que je fais sur mes heures avec les clients, ça leur appartient. Donc, je me transforme vraiment en employé à temps partiel avec mes clients, puis je leur donne le meilleur de mes idées, le meilleur de moi-même. Fait que c'est beaucoup plus... Il doit avoir évidemment de la stratégie puis du haut niveau, mais il y a beaucoup plus de bas niveau et d'opération aussi dans une dynamique fractional. Oui, je te dirais que c'est un bon mélange des deux, justement, parce que ce que moi, j'ai remarqué, puis je me suis posé la question au début si j'étais plus une consultante ou une fractional, puis finalement, je suis quelqu'un qui s'implique. Je suis quelqu'un d'assez entière, là, puis moi, quand il y a un problème, j'ai envie d'aller le régler. Là. Okay. Donc, ça, je trouve que le modèle fractional, correspond mieux à ce que je veux accomplir. Puis, au niveau des entrepreneurs, souvent, le besoin, c'est pas juste un besoin de se faire des recommandations. Là, les entrepreneurs, ils ont besoin de quelqu'un qui va get things done là, dans la vraie vie pour faire avancer leurs opérations. Puis comme c'était avec des entrepreneurs que je voulais travailler surtout, je pense que c'était ça le modèle le plus approprié. Peut-être une couple de chiffres à me donner là, pour qu'on puisse saisir un peu ton expérience, ton expertise. Tu as aidé combien de monde? Oui. Donc, en termes, depuis que je me suis lancée, moi, à mon compte, sure. par exemple. Ça fait combien de temps, by the way? Écoute, depuis le mois de août-septembre, là, donc ça fait 6 mois là, que je me suis lancée. Ouais, 6 mois que je me suis lancée à mon compte. Et à date, t'es contente? Oui, très contente. C'est ce que tu m'avais dit. Très contente. Puis, tu sais, j'ai aidé 3 entreprises à date, donc à trouver les bonnes personnes, donc pour plusieurs postes à chaque fois. Okay. Donc 2-3 postes pour ces 3 entreprises. Puis là, je travaille aussi avec Diagramme, qui est un fonds d'investissement et studio. Donc ça, c'est un petit peu différent. Là, c'est des postes plus spécifiques. Ils cherchent des founders, des co-founders. Ouais. Donc on ne parle pas de postes à combler, mais c'est plus des partenaires avec lesquels ils vont se lancer en affaires. Donc ça ressemble à ça pour ma pratique plus fractional. Mais avant ça, chez Coveo, en tout, là, j'ai dû embaucher à peu près 250 personnes au bas mot à travers 6 ans. Ouais. C'est fou parce que moi, je me rappelle, tu sais, quand on a vendu Snipcart, je devais doubler l'équipe. J'ai basically embauché genre 9 ou 10 personnes assez rapidement. Puis dans ma tête, c'était comme un effort surhumain. Là. Entre autres parce que j'avais pas mon temps plein là-dessus, right? J'avais pas les outils nécessairement, puis je faisais des choses probablement qui ne scalent pas, encore une fois, où est-ce que j'allais approcher en DM froid sur LinkedIn, en quelque chose d'un peu personnalisé, des gens. J'avais la recherche dans LinkedIn de base là, pour essayer de trouver tel rôle dans telle grosseur de compagnie. Fait que j'ai quasiment le goût qu'on mette la table sur c'est quoi les différentes manières qu'un ou une fondatrice SaaS peut employés pour recruter aujourd'hui. Ouais. Je vais essayer de te les lancer, OK? Je vais essayer de te dire l'éventail de possibilités, puis tu vas me dire où est-ce qu'on positionne un peu l'expert fractionnel, mettons, là-dedans. Fait que first, il y a le bon vieux fondateur se retrousse les manches,
fait des posts dans son réseau, demande des références, puis essaye lui-même ou elle-même de faire des embauches. Fait que ça, c'est comme tu le fais toi-même. À un moment donné, ça scale pas, right? Si t'as plus qu'une coupe d'embauche à faire puis que tu dois en plus opérer ta compagnie, c'est tough. Après ça, t'as, je vais les appeler les chasseurs de tête. C'est des firmes que tu leur donnes un mandat spécifique, trouve-moi un profil comme ça, nourris-moi en entrevue, puis je vais te donner une cote si j'embauche une personne. Après ça, t'as ce qu'on va appeler les consultants ou les firmes RH. Je sais pas vraiment comment les définir, eux autres. Soit ils vont te faire des rapports d'analyse, comme tu dis, ou ils vont s'incruster pendant un bout dans ta compagnie pour te monter une partie de la fonction RH, genre t'aider un peu. Oui, ça dépend de l'offre de chacun. Là, mais aussi, j'ai souvent vu, par exemple, des consultants justement plus généralistes qui n'avaient pas d'expertise très pointue, mais qui prenaient plus comme un peu une liste d'épicerie puis qui partaient avec. Mais ça, on va pouvoir en parler après. Il y a ça à ses limites. Puis là, après ça, justement, tu as les experts fractionnels. Ou avoir quelqu'un à l'interne. Puis, exact, je voulais finir par ça un peu, l'espèce de... Non, c'est pas grave, c'est parfait. Fait qu'avoir quelqu'un à l'interne, c'est le niveau d'engagement le plus, I guess, sérieux, puis le commitment le plus gros par rapport à investir dans tes RH. C'est genre, hey, j'ai un salaire annuel ou plusieurs salaires annuels à l'interne. Ça ressemble à ça, mettons, Oui, puis c'est sûr qu'après, tu as d'autres choses que tu peux leverager, comme tes employés actuels, c'est les premiers ambassadeurs, tout ça. Mais oui, tu as pas mal résumé les différentes façons. Puis, une question que j'ai pour toi, c'est toi, t'as comme tombé un petit peu dans la tech, genre, tu cherchais pas nécessairement à être en tech. Fait que, y avait-tu quelque chose d'intimidant au début dans tenter de convaincre des gens de joindre une compagnie qui vend un produit et une technologie que toi, personnellement, tu ne maîtrises pas nécessairement? Oui, c'est une super bonne question. Chez Coveo, il y avait quelque chose qui était très important. C'était le degré de compréhension des recruteurs, de la tech, puis du modèle d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que quand des candidats nous parlaient, quel que soit le niveau, là, que ce soit des personnes plus entry-level ou des exécutifs, on était capable de répondre quand même à la très, très grande majorité de questions. Donc, que ce soit justement le modèle de revenu, est-ce que c'était plus de la vente directe, indirecte, comme la vision sur 5 ans, les spécificités du produit, c'était quoi l'avantage compétitif de la solution, tout ça, on était capable de répondre puis de bien l'expliquer. Et ça a vraiment fait notre différence, je te dirais. Je me souviens, souvent, on avait du feedback très positif des exécutifs quand il y avait des candidats seniors qui arrivaient à eux et qui décidaient de rejoindre l'entreprise. Puis ils disaient, la raison numéro 1, c'est ma conversation avec le recruteur. Il en savait tellement sur le produit et le modèle d'affaires que je me suis dit, cette compagnie a une philosophie d'excellence, puis on va vraiment s'approprier ces notions, quel que soit le rôle qu'on a dans l'entreprise. Et c'était comme devenu un élément de vente, finalement, pour montrer à quel point, même en tant que recruteur, même si on n'est pas des développeurs, même si on n'est pas des vendeurs, on était capable d'aller s'intéresser vraiment à ces éléments-là et donc d'aller chercher la bonne personne pour répondre aux vrais enjeux et pas juste prendre une liste d'épicerie puis partir avec ses requis. Mais ça impliquait-tu de la formation ou de l'éducation personnelle, mettons, si toi et ou le monde dans ta team devait embaucher, vous avez des genres de machine learning engineers qui vous, faut-tu que tu comprennes, genre, je sais pas, le 20% qui te permet d'avoir 80% de la conversation ou, tu sais? Oui, on passait du temps beaucoup avec les équipes pour lesquelles on recrutait. Donc, à l'interne. À l'interne, les équipes de recrutement étaient spécialisées. Tu avais des gens qui étaient plus spécialisés go-to-market, puis des gens qui étaient plus spécialisés justement R&D. Puis on passait du temps avec les équipes. Donc, quand les équipes faisaient des activités team building ou des formations, par exemple, tu avais des gros R&D updates qui parlaient des updates produits, mais les recruteurs de la R&D allaient à ces événements-là. Et pareil, moi, comme je recrutais beaucoup pour des ventes et marketing, j'assistais à tous les QBR avec les vendeurs puis le marketing, puis j'entendais parler pendant 3 jours des enjeux de vente, etc., des clients. QBR, c'est Quarterly Business Review, c'est ça? Fait que c'est drôle parce qu'à une nano-échelle, c'est un peu ça qui m'a permis d'engager des bons programmeurs chez Snipcart, c'est d'avoir été l'éponge puis l'espèce de mouche sur le mur à côté des développeurs tout le temps avec des développeurs, les entendre parler, qu'est-ce qui les fait chier, qu'est-ce qui les fait triper, etc. C'est quoi les tech stacks sur lesquels ils trippent versus... Fait que quand, après ça, j'allais en entrevue, parce que souvent, c'était moi, on était une toute petite startup bootstrap, fait que on n'avait pas nécessairement de gens RH dédiés. Je pouvais parler
assez le même langage avec eux pour qu'ils me fassent confiance, mettons. Mais vous, c'est hot parce que c'est à une échelle, c'est systématisé. C'est genre, hey, si t'es pour essayer de nourrir en talent cette équipe-là, tu vas être l'éponge, tu vas y suivre, tu vas catcher c'est quoi qu'ils disent, mettons. C'est exactement ça. Puis comprendre, ça ressemble à quoi des superstars dans cette équipe. Okay, puis c'est quoi les enjeux aussi que cette équipe rencontre pour... Ça nous permettait vraiment d'aller chercher une strate un peu plus stratégique et plus long terme plutôt que juste se fier à une liste de requis. Puis qu'on pouvait retrouver dans un profil LinkedIn. Là. Donc, ça nous permettait d'aller chercher des talents plus que juste des profils. T'as fait combien de temps chez Coveo? 6 ans. Puis, vers la fin de ce chapitre-là, ton quotidien ressemblait à quoi? Comme c'était directrice... Oui. C'est quoi le titre exact? Directrice en acquisition et attraction de talents. Super. Donc, dans le fond, j'avais une équipe d'à peu près 10-12 personnes. Là. Le pic, ça a été 12 personnes. Puis, j'avais 2 sous-équipes sous moi avec une gestionnaire qui chapeautait chacune de ces 2 équipes-là. Une équipe pour tout ce qui était attraction de talents. Donc, tu peux penser à une fonction marketing pour le recrutement. Donc, tout ce qui était inbound. Comment est-ce qu'on fait rentrer des candidatures? Donc, ça passe par la marque employeur, ça passe par qu'est-ce qu'on met sur notre site carrière, le programme de stage, tout ce qui est publication sur des plateformes pour attirer plus de personnes, la stratégie de réseaux sociaux. Partenariat que ça se passe. Exactement, partenariat que ça se passe. Tu as travaillé avec Marie-Lou puis Flo, là, justement. Shout-out aux filles, d'ailleurs, je les ai beaucoup aimées. Vous me manquez. Mais donc, tu vois, ça, c'était vraiment l'équipe d'attraction de talent. Il y avait aussi le programme de mobilité interne, le programme de référence des employés. Donc, comment est-ce qu'on fait rentrer, comment est-ce qu'on attire à nous des talents? Puis après, tu avais l'équipe de recrutement qui, elle, administrait vraiment les processus entiers, donc partait de la définition du besoin avec le gestionnaire, puis faisait de la chasse notamment, faisait les processus d'entrevue, puis participait à la prise de décision sur qui est-ce qu'on embauche, faisait les offres, etc. T'as-tu l'impression, parce que c'est vraiment hot l'analogie de marketing inbound versus vente outbound en go-to-market en général, puis même chose dans ton talent, mettons. Ce que tu me dis là, c'est vraiment cool, mais j'ai l'impression que ça prend une certaine échelle ou une certaine taille de la compagnie pour développer la fonction inbound, right? Ouais. Au début, j'imagine que tu n'as pas beaucoup besoin. Tu sais, comme là, mettons, là, tu travailles en tant qu'Hélène puis Kraken avec un petit SaaS, puis qu'il y a 2-3 besoins d'embauche. Tu vas-tu vraiment développer une espèce de inbound marketing? Oui, bonne talent? question. Donc, ça dépend toujours de ce que l'entrepreneur veut faire, là, mais c'est sûr que ça vient avec un certain volume. Tu ne vas pas commencer à investir dans une stratégie de inbound lead gen quand tu as juste un poste par année. Là, c'est overkill, clairement. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer à travailler dessus parce que ça reste ta vitrine aussi. Donc, c'est comme en tant qu'entreprise, tu veux avoir les débuts d'une marque, même si tu fais beaucoup de ventes outbound pour aller toi rejoindre tes clients. Mais c'est à peu près la même chose en recrutement. Donc, tu veux quand même être out there. Tu veux quand même les gens puissent comprendre c'est quoi cette entreprise, c'est quoi la vibe, c'est quoi la culture. Tu n'as pas besoin d'investir full, mais juste, avoir des informations sur ton site carrière ou ton LinkedIn. Dans l'éditorial que je publie demain, en tout cas, clairement pas la même date que ça va sortir pour vrai, là, mais whatevs, j'en parle justement de l'embauche en startup puis comment te démarquer puis tirer sur le levier de... C'est quoi les avantages que tu as comme petite startup, mettons, pour attirer du talent? Puis une des choses que je dis, c'est même si t'es petit puis t'es bootstrap puis t'es encore... Pas nécessairement un bootstrap, mais t'es encore scrappy, t'es au début... Mets un minimum d'amour dans tes points de contact publics. L'analogie un peu boboche, c'est, mettons, tu es sur Tinder, puis tu vois, même si c'est un beau bonhomme, le gars, s'il y a juste un emoji en description, les photos sont floues, il n'y a comme pas de preuve sociale, là, genre à quel point c'est legit, à quel point il se passe quelque chose pour vrai avec cette compagnie-là. Tu sais, mets un peu de fraîcheur dans tes nouvelles, ton contenu, juste pour rassurer les candidates potentiels. Non, absolument. Puis ton parallèle avec le dating c'est parfait, c'est exactement ça. On parle d'établir une relation professionnelle, mais quand même une relation. Donc, ça prend de te mettre un minimum out there. Sinon, sinon, tu es condamné à toujours faire de la chasse, puis tu n'auras jamais de traction naturelle. Puis, ça, on pourrait clairement s'en parler plus, mais je pense que ça part de prendre soin de ton monde à l'interne, tes employés à toi, parce que c'est eux tes premiers ambassadeurs. Donc, ta marque employeur, c'est aussi simple que inciter tes employés à communiquer avec toi, comme entrepreneur, justement, ce qu'ils veulent pour l'entreprise, les faire participer à la vie vraiment et la vision de l'entreprise. Puis après ça, eux, ils peuvent amener aussi des très bons talents pour toi. Puis je reviens parce que classique, là, on fait des petits détours, puis c'est le fun
Mais je reviens au début de ma question qui était ton day-to-day ressemblait à quoi? Qu'est-ce que je Mais fais? c'est bien correct. Je me demande, genre, t'étais-tu encore en mode, justement, chasse de temps en temps? Est-ce que certains profils plus haute valeur, t'étais comme, celui-là, je m'en occupe, genre, j'essaie de le craquer, de l'amener, puis tout ça? Ou tu coachais tout le monde à faire ça, basically, tu sais? Ouais, un mélange des deux. Je te dirais que la plupart de mon temps était vraiment sur le fait d'articuler la vision des leaders en termes de talent, de culture auprès de l'équipe de recrutement pour s'assurer qu'on aille chercher les bonnes personnes, C'est bon. tout ça. Il y avait tout le côté opérationnel, logistique. Tu sais, j'étais l'administratrice de tous les systèmes de recrutement. OK, On avait ouais. plein d'intégrations. Je faisais du reporting, aussi beaucoup de l'analyse de données. Tu sais, comme je ramenais ça ensuite au niveau supérieur. Je prenais les demandes de mon équipe en termes de ressources, de quoi est-ce qu'ils avaient besoin OK. pour encore mieux faire leur travail. Donc, il y avait beaucoup ce rôle de courroie de transmission entre le haut leadership puis mon équipe. Un rôle aussi d'alignement avec les autres départements dans l'entreprise. Donc, OK. c'est autant un rôle où tu prends les doléances quand il y a quelque chose qui avance pas assez vite, etc. Tu sais, puis les embauches, quand tu es dans un contexte de croissance ou juste avec beaucoup de pression, c'est souvent très sensible, puis ça vient provoquer beaucoup d'émotions. Tu sais, quand il y avait un rôle qu'ouvrait, c'était ben, j'en ai besoin pour hier. Ouais, mais tu sais, ça va prendre un 2 mois, 2 mois et demi, là, tu sais, prends ton mal en patience. Donc, tu sais, ça crée beaucoup, je te dirais, d'émotions, de besoin de partager. Donc, j'étais aussi cette personne qui prenait comment dire, ces doléances-là. Puis après, ben oui, il y avait tout ce qui était justement chasse pour des postes plus spécifiques, donc au niveau exécutif. Souvent, dans ce cas-là, tu sais, sur la fin, je les prenais moins, moi, à temps plein, parce que j'en avais tellement justement avec tout le reste que je ne pouvais pas le prioriser nécessairement de la façon qu'il fallait. Donc souvent, moi, je prenais comme justement une personne, mais soit business, soit technique dans mon équipe, puis on travaillait ensemble, puis je faisais vraiment plus du coaching de proximité. J'allais avec sur des entrevues, etc., pour s'assurer qu'on trouvait la bonne personne au niveau exécutif. All right, folks. Petit shout-out à Baseline, partenaire certifié Ça se passe. C'est mes geeks puis doctorants en intelligence artificielle préférés. Ils ont accompagné un paquet de SaaS en AI pour collecter puis valoriser de la donnée, mais aussi pour développer des fonctionnalités puis des automations critiques. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis l'épisode 41 avec David Beauchemin vaut vraiment la peine. OK, de retour au pod. Puis c'est quel genre de profil qui était le plus difficile à attirer dans une compagnie comme Coveo? Oui, je te dirais qu'il y a deux types de postes qui étaient difficiles. Premièrement, des postes qui avaient des expertises très, très nichées. Tu sais, Coveo se voulait être une compagnie qui innovait énormément. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait pas énormément de personnes qui avaient déjà fait certaines affaires que l'entreprise voulait commencer à faire. Tout ça, je pense à un profil spécifique que Ramona, qui était dans mon équipe, avait fini par trouver un développeur en search. Genre un truc vraiment, mais spécifique. On a fini par l'embaucher aux Pays-Bas, je pense. Okay, donc, c'était vraiment difficile à trouver. Mais curieusement, très curieusement, le plus difficile, j'ai trouvé, c'était d'aller recruter des postes de techniciens. Donc chez Coveo, donc tu sais, des techniciens comptables, etc. OK, ouais. Parce que la culture de Coveo, puis tout le branding de Coveo était vraiment autour de on révolutionne l'industrie, on apporte de l'innovation et sors de ton rôle. Tu sais, donc tu as ton rôle, mais t'en sors et tu es innovant et tu prends des responsabilités, tout ça. Donc il y avait des postes dont c'était pas nécessairement la nature de faire ça, mais ce qui fait que c'était comme difficile de rallier peut-être ces postes-là au message général, on va dire, de Coveo comme employeur. Donc, de façon très surprenante, les postes peut-être les plus simples à combler, c'était difficile de trouver la bonne personne qui allait avoir du grit, qui allait avoir la motivation, mais qui allait vouloir sortir de son rôle, des paramètres de son rôle, mais pas trop, parce qu'il fallait quand même que le job soit fait. Tu te dirais genre, il y a quand même... Parce que le premier exemple que tu as dit, des experts hyper spécialisés, mettons, t'es là, ben là, le bassin est tellement petit de talent que c'est dur d'aller les trouver ou les chercher. Mais là, dans l'autre cas des techniciens, tu as l'autre intuition qui est genre, ben, le bassin est tellement grand. Oui, sauf que si ce monde-là ne se projette pas dans une compagnie de tech et d'innovation comme ça, ben là, la communication est plus rough. C'est ça. OK. Intéressant. Puis, je serais curieux, parce que là, tu as comme mentionné un peu la structure de l'équipe en recrutement à l'interne, mais travaillez-vous
avec des pigistes et ou des firmes externes des fois aussi, mettons? Oui, ça arrivait. Donc, tu sais, déjà pour la partie tout ce qui est attraction de talent, marque employeur, tu sais, ben, on avait une petite équipe, donc il fallait travailler avec justement des graphistes, etc., là, tu sais, pour faire certains matériaux, tout ça, tu sais, avoir du swag, ce genre de choses. Puis du côté plus recrutement, on travaillait avec des firmes, parfois des chasseurs de tête. Donc, on en avait un d'ailleurs qui était vraiment bon, basé à Londres, qui était vraiment très, très bon. Mais sinon, j'ai une relation spécifique avec des chasseurs de tête, on pourra s'en reparler. Ouais. Mais on a travaillé aussi avec Sourcing, notamment dans le Oui. passé. Ouais, bon partenaire. Salut à Sébastien. Ouais. Donc, tu sais, notamment dans des moments où il y avait des pics d'activité. On savait que c'était temporaire, donc on n'allait pas embaucher un recruteur en plus, mais qu'on avait quand même besoin d'un coup de main, par exemple. Intéressant. Puis, côté, tu as mentionné que tu étais un peu la maîtresse de différents logiciels, systèmes, peu importe. Oui. Fait que je suis curieux de savoir, moi, à travers Snipcart, à travers Douda, j'ai vu quelques différents logiciels de RH et de recrutement. Toi, ta stack de logiciels, ça ressemble à quoi, mettons? Oui, donc le système principal, qui est vraiment un peu ta Bible, c'est ton ATS, ton Applicant Tracking System. Ouais. C'est comme une sorte de gros CRM dans lequel tu peux gérer tous les processus de recrutement. Donc ça, c'est vraiment par là que tout passe. Donc, dans un ATS spécifiquement, on utilisait Greenhouse, nous. Oui. Puis tu en as plein d'autres là, sur le marché aussi. Là. Mais globalement, ça sert à recueillir les applications. Donc, par exemple, c'est un ATS qui est connecté à ta page carrière. Donc, tu recueilles toutes les applications qui rentrent par ton site web dans ton ATS. Puis tu peux administrer tout le processus d'entrevue. Donc, tu as comme un funnel avec des étapes. Tu as des feuilles d'évaluation pour tous les interviewers. Tu peux prendre tes notes. Tu as les informations confidentielles des candidats. Donc, il y a beaucoup de sécurité autour de ce système-là. Puis, c'est également par là qu'on préparait les offres, etc., avant de les envoyer par DocuSign. Comment ils appellent ça déjà, le mot un peu corpo? C'est une rec? Une rec. Un poste qui ouvre, comment ils appellent ça déjà? Job rec. Job rec. En tout cas, ben, chez Douda, quand ils m'ont mis VP, j'ai dû l'utiliser Greenhouse pour engager une couple de personnes. Tu connais-tu, juste parenthèse, tu connais-tu Alti à Québec? A-L-T-E-E? Oui, j'en ai entendu parler. David Boitard. Il est vraiment sweet. Il est venu sur le podcast, ça va sortir bientôt, je te l'enverrai. Mais ils ont développé justement une plateforme, oui, SIRH, mais aussi ATS, quelque chose de très, très, très large en termes de use case pour le recrutement, pour la gestion des RH. Puis c'est vraiment tête. Fait que je te montrerai ou je t'en parlerai. OK, fait que ça, c'était ATS. Vous étiez sur, mettons, Greenhouse. Exact. Tu avais quoi d'autre après? Oui, donc après, on avait plein d'intégrations dans plein d'autres systèmes. Donc, tu sais, on avait fait le choix à l'époque de ne pas avoir de coordonnateur. Donc, ce qui fait que les recruteurs, ils faisaient leur chasse, mais ils faisaient aussi toute la logistique d'entrevue avec les candidats. Donc, tu sais, on avait un outil qui est comme une alternative à Calendly, parce que Calendly avait certaines limitations. Donc, on utilisait GoodTime pour céduler des entrevues. Puis, qu'est-ce que ça permettait de faire qui était le fun, GoodTime? Par exemple, pour la R&D, on avait des personnes qui étaient spécialisées pour faire des entrevues, des interviewers techniques qui avaient des spécialités techniques, puis des interviewers qui allaient plus être focusés sur les soft skills des candidats. Donc, quand on voulait créer des panels, mais qu'on voulait privilégier également la vélocité, l'expérience candidat, au lieu de faire des allers-retours en continu, à demander les disponibilités, à regarder comme 50 calendriers pour trouver un duo. On faisait juste taguer les gens. Donc, mettons, on avait 10 personnes qui étaient taguées back-end, par exemple, 20 personnes qui étaient taguées soft skills. Puis après, on demandait juste à l'outil, donne-moi toutes les disponibilités pour que j'ai un de chaque, finalement. Puis ça crée des duos de façon ad hoc et ça nous permettait d'aller vraiment vite. Ouais. C'est fou. C'est fou la quantité de temps et d'énergie que tu peux passer dans une tâche aussi simple que de trouver une fucking date où que le monde peut se parler puis comme avoir une rencontre. Je le vis dans mon quotidien. Là. Puis moi, j'ai développé un peu un PTSD, honnêtement, d'avoir des outils comme Calendly. Là. Je me rappelle plus c'est quoi qu'on utilisait chez Douda puis c'est quoi j'utilisais avant, mais je me faisais booker là, mes journées, mes semaines au complet. J'ai l'impression qu'on me volait mon temps. Fait que j'ai tout wipé ça. Ça n'existe plus. Si tu veux un meeting avec moi, il faut que tu m'écrives, il faut que tu réussisses à me parler. Puis je me dis toujours dans ma tête, si je n'ai pas l'envie ou si je ne suis pas prêt à prendre le temps d'ouvrir mon calendrier, de regarder quand je suis dispo, puis de t'envoyer des dates, ça veut probablement dire que j'ai pas besoin de prendre le meeting avec toi puis que c'est pas assez important pour moi. Mais l'affaire, c'est que je me dis ça, puis là, ça sonne vraiment genre cool, entrepreneur sharp qui est capable de dire non. Mais au final, je suis aussi genre un people pleaser, puis je veux dire oui au plus de monde, puis je veux aider le plus de monde. Fait qu'est-ce que j'en passe du temps à checker mon calendrier, puis à envoyer des affaires. Anyway, c'est une parenthèse par rapport. Je te dirais que dans le cadre du recrutement, tu sais,
c'est toi qui veux... Comment dire? Quand tu t'amènes Ouais, t'as quelqu'un le dans ton besoin. pipeline, c'est toi qui as le besoin, tu veux lui parler. Fait que tu as beaucoup comment dire, de personnes avec qui... Oui, d'incitatifs aussi, mais tu as beaucoup de personnes avec qui tu es en contact en même temps, à s'échanger des disponibilités. Puis là, entre le moment où tu demandes ses disponibilités, tu dis hey, « je suis disponible lundi 15h », puis là, il met 2 jours à te répondre, ou même 12 heures, mais entre-temps, il y a quelqu'un qui était juste disponible ce moment-là aussi. Enfin bref, donc c'est beaucoup, beaucoup de back and forth non-stop. Donc des outils comme Calendly, justement, c'est... Ça, c'était Good Time? Oui, Good Time, parce que ça permettait vraiment d'aller trouver et créer des panels d'interviewers différents à chaque fois pour chaque Est-ce que entrevue. vous autres, chez Coveo, vous avez encore, là, Coveo ont encore un flow d'entrevues qui implique différentes personnes clés dans la compagnie. Puis on a fait un case study d'ailleurs là-dessus avec Marc Lou ou plein d'autres mondes chez Coveo. C'est cool si le monde veut aller voir sur le blog de Ça se passe. Mais, fait que c'est ça, tu avais un outil qui, à ce niveau de volume-là, là, de mix and matching de personnes et de temps et d'heures, c'était vraiment important. Oui, absolument. Okay. Y a-t-il d'autres aussi? Oui, beaucoup d'autres. Donne-moi 2-3 autres, mettons, okay. gros max. OK. Juste 2-3 autres. Bon, mais c'est sûr que comme on faisait de la prospection beaucoup, on utilisait LinkedIn. Ça, of course, tu peux pas échapper là, quand tu es en C'est quoi recrutement. l'espèce de produit de LinkedIn pour ça? C'est LinkedIn Recruiter. OK. Donc, c'est comme une interface de recherche qui est différente de LinkedIn que tout le monde utilise. C'est même différent de LinkedIn Navigator, la Sales Navigator. Puis, ça te permet vraiment d'aller sélectionner des critères spécifiques pour trouver vraiment des personnes en ligne, puis reach out à ces personnes-là. Fait que ça, ça coûte, ça, tu te rappelles? Oui, c'est quand même cher. Une licence en enterprise, vraiment, c'est comme 8 ou 9 000 dollars par année, de mon souvenir. Right. Mais ils ont des versions plus abordables, Recruiter Lite, pour des entrepreneurs. Puis ça, c'est comme 1 600 par année. Là, fait que c'est beaucoup plus abordable. Fait que LinkedIn, mais utilisais-tu, parce que ça, c'est pour la portion sourcing, j'imagine, genre. Puis on en utilisait un autre plus pour des profils techniques, c'est Hire Easy. Puis c'est comme un répertoire de plein de plateformes différentes pour... OK, un agrégateur un peu? Oui, un agrégateur. Tu avais GitHub, tu avais plein de plateformes de même pour trouver des gens qui étaient actifs sur ces plateformes-là. Wow. Donc, tu avais leur nom, tu avais leur profil, justement, GitHub, etc. Là. Puis, tu pouvais aller trouver des personnes de cette façon-là. Puis postiez-vous, dans le fond, on va continuer là-dessus, ça m'intéresse. Postiez-vous, genre... toujours des offres payantes sur des plateformes comme LinkedIn, mais aussi d'autres trucs plus classiques, entre guillemets, comme Indeed. Genre, c'était quoi votre flow de budget ou de... Oui, bien, je te dirais que nous, on avait des intégrations qui venaient avec notre plan Enterprise de Greenhouse, justement, puis de LinkedIn. Disséminait. Donc, nous, à chaque fois qu'on publiait dans l'ATS, qu'on avait une job description, puis qu'elle était prête à envoyer sur le site web, on cochait, on avait juste à cocher LinkedIn, Indeed, Monster, puis c'était envoyé sur toutes ces plateformes-là. Puis après, au cas par cas, on allait publier sur des plateformes payantes pour des spécialités très spécifiques. Par exemple, en marketing, c'était beaucoup InfoPress, par exemple. C'est bon. Ouais, où on voulait des CPA. Il y avait l'ordre des CPA aussi, où on pouvait aller mettre un affichage payant. Fait que des points de contact plus nichés ou verticalisés, pour certains postes spécifiques, vous pouviez, mettons... Exact. Déployer un petit budget là-dedans. Exact. Puis après ça, on faisait aussi des campagnes sur LinkedIn avec l'équipe justement d'attraction de talent. Donc souvent, ça, c'était des campagnes qui étaient faites en même temps que du sourcing, donc de la prospection des recruteurs. Donc par exemple, on avait une liste de critères. On veut quelqu'un basé à tel lieu, qui a tel type de qualification, qui a travaillé dans ce type d'entreprise. Puis il y avait une publicité qui roulait pour ces personnes-là sur LinkedIn pendant peut-être 2-3 semaines. Puis le recruteur arrivait après avec un message d'approche. Puis ça permettait d'essayer d'optimiser les taux de réponse parce que la personne avait déjà vu finalement Coveo. Tu réchauffais les leads, basically, un petit peu. C'est pareil comme en acquisition. C'est tout comme la vente et le marketing. La seule différence, là, c'est sûr qu'il y a des gens en RH qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je trouve que c'est vraiment similaire, le recrutement et la vente. La différence principale, c'est que tu as un seul poste à combler en bout de ligne, puis il n'y a qu'une seule personne qui peut s'asseoir dessus. Alors que quand tu essaies d'aller acquérir des clients, tu en veux plusieurs. Ouais. Je pense aussi que ça peut être très coûteux pour la compagnie quand tu te plantes. Fait que genre, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'investissements qui soient mis pour genre identifier des candidats, mais aussi les qualifier. Crime, t'as fait un bon bout là, dans une grosse compagnie comme Coveo. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont, comment dire, de l'extérieur, c'est facile de voir ça puis de me dire, waouh, elle avait donc bien des ressources, puis elle avait donc bien des outils, puis probablement
bien du budget. Ça devait être facile, quote-unquote, recruter. Mais en général, dans ton parcours chez Coveo, qu'est-ce qui a été le plus difficile, le plus challengeant, mettons? Bonne question. Je te dirais que le plus difficile, ça a été le fait de scaler la compagnie C'est ça, fait que c'est tout comme en la essayant... vitesse, genre, ou le volume. La vitesse, le volume, mais en gardant notre ADN puis notre culture et les valeurs. OK. Je pense que c'était ça la partie la plus challengeante parce qu'à un moment donné, une entreprise grandit, donc tu n'as plus besoin des mêmes personnes quand tu es 50, 100, 500, 1000. Tu sais, donc tu as besoin d'aller chercher des qualifications différentes, notamment des leaders différents aussi. Mais ça amène son lot de changements. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont moins positifs, mais ça amène aussi son lot de stress parce que, mettons que tu amènes un mauvais leader, justement, ça a des répercussions sur tout un département, là, puis tu peux perdre tes meilleurs talents. Donc, je te dirais que c'était ça le plus difficile, c'était essayer de trouver la balance entre on a besoin de quelque chose de différent, mais à quel point on veut que ce soit différent sans perdre l'âme, finalement, de la compagnie. C'est fou. On dirait que c'est une évidence de hey, tu mets un joueur critique en poste de direction ou de exec, peu importe. Si tu te plantes, ça se peut que tu perdes du monde en dessous. Ouais. C'est une évidence, mais on dirait que genre j'avais pas pensé à ce côté-là. Ouais. Puis tu sais, on avait tendance à se mettre beaucoup cette responsabilité sur les épaules en recrutement. Là, tu sais, c'est une équipe qui était très, genre, ben, ils le sont toujours, bien entendu, mais on était très impliqués. Ouais. Tu sais, on carait beaucoup, beaucoup. Là, donc, on avait tendance à se mettre un peu cette responsabilité sur les épaules de trouver les bonnes personnes pour la compagnie. Puis, à l'inverse de la difficulté, mettons dans le chapitre Coveo de ta carrière, de quoi tu es le plus fier? Ben d'abord, l'équipe que moi j'ai bâtie en recrutement, là, c'est tous des personnes incroyables. Puis le jour où mon non-sollicite est terminé et que j'ai le goût de me repartir une équipe, guys, je vous oublie pas. Mais après, c'est aussi, tu sais, depuis que je suis plus chez Coveo, je me rends compte en parlant avec les gens que Coveo est devenu une référence dans la qualité des talents. C'est la première chose que les gens ils me disent, c'est « T'étais chez Coveo, t'étais en recrutement, et la qualité des talents, c'est incroyable, tu sais, Coveo. » Puis le succès de l'entreprise est beaucoup dû à la qualité des talents. Puis on dirait que je l'avais jamais réalisé sur le moment. Je faisais juste foncer, un peu comme un... Tu sais, imagine un nageur qui est comme dans sa ligne, là, puis qui regarde pas autour de lui. Puis moi, je faisais juste foncer, puis de temps en temps, je levais la tête, je disais « Merde, je suis toute seule, c'est que je suis en retard. » Donc je nageais encore plus vite. Puis finalement, là, je suis comme sortie de la piscine et je fais comme... OK, ouais, non, on a quand même bâti quelque chose de vraiment hot. Là. Oui. Donc, ça, je suis fière d'avoir participé à cette croissance-là. Ben, juste sur le podcast, là, si je fais la liste de tous les invités qui sont soit en ce moment chez Coveo, mais des ex-Coveo aussi, genre qui ont eu des carrières, bâti des compagnies ou fait des projets incroyables, il y en a plein. Fait que la densité de talent, je pense que c'est un real thing, une vraie chose à propos de Coveo. J'ai le goût que tu m'expliques s'il y a des caractéristiques spécifiques au recrutement dans l'industrie en tech que les gens devraient comprendre. Oui. En partant, là, full disclosure, je pense pas que je me serais lancée dans le recrutement si ça n'avait pas été en tech. OK. Ouais, Pourquoi? Vas-y. Ouais, je pense pas que j'aurais fait du recrutement dans une industrie plus traditionnelle, comme les assurances ou le domaine de la santé. Parce que justement, ce que j'aime dans le domaine de la technologie en recrutement, c'est l'importance des soft skills. Donc, tu sais, ce qu'on appelle les soft skills, c'était qualifications qui ne sont pas dues à un apprentissage spécifique ou une tâche spécifique. On parle plus de ta collaboration, on parle de ta capacité de t'adapter. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut dire. Oui, communiquer. Comment tu dirais soft skill en français? Je ne sais pas, j'étais en train de me poser la question, justement. Compétences douces? Compétences molles? On n'ira pas dans cette direction, Frank. All right. Non, all good. Ouais. Fait que tu trouves que c'est plus prédominant, quoi, l'importance de ça, des soft skills en tech? Oui, et je pense que c'est vraiment lié à l'industrie spécifiquement parce que c'est une industrie qui bouge tellement vite que si tu n'as pas justement un minimum d'adaptabilité, une curiosité, si tu n'as pas envie d'apprendre par toi-même, tu vas vite te faire dépasser. Et ce qui fait que tout ça, ça amène à devoir prendre en considération les soft skills d'une façon qui, je pense, est unique par rapport aux autres industries. Donc, ça rend le tout vraiment très humain, tu sais, aussi. Puis c'est ça, au début de ta carrière, que tu disais que tu cherchais un purpose. Puis le côté humain, ça t'a comme appelé. Parce que tu fais pas juste vendre un produit final, tu vends une carrière, tu vends une vie carrément. C'est tellement une grosse partie de notre vie, le travail, qui change la vie du monde, là, somehow. OK. Fait que t'as les soft skills. T'as-tu, vite de même, avant d'aller chez Coveo, t'as-tu considéré aller dans une autre industrie, mettons, ou pas nécessairement?
Pas nécessairement. OK, c'est bon, On c'est dirait bon. que j'aimais ça le côté tech parce que ça m'évoquait une grande étendue dans laquelle je pouvais lâcher mon fou. OK. C'était vraiment ça que ça m'inspirait. Je pense pas que je pourrais m'épanouir dans une industrie avec des paramètres. Ouais, Ce que je trouve cool de la tech, c'est qu'il y aura toujours un truc à apprendre. ouais. Puis je pense que si j'ai une chose qui me fait peur, c'est de plus apprendre à un moment OK, donné. super. Ben, parlons-en de cette industrie de tech-là dans laquelle on est. D'un point de vue de recrutement ou pas, là, y a-t-il des choses qui ont vraiment changé selon toi depuis le début de ta carrière versus aujourd'hui? Oui, ben, tu sais, au début, quand je suis rentrée tu sais, plus en recrutement, il n'y avait pas tant de monde qui était dans le SaaS. Tu sais, les gens ne savaient pas ça voulait dire quoi. Tu Ouais, sais, comme, donc, il y avait une grande ouverture à aller chercher des personnes qui venaient d'autres industries parce qu'il n'y avait juste pas le choix. Il n'y avait pas assez de talent disponible, encore moins au Québec, par rapport aux besoins qu'il y ouais. avait. Donc, il y avait beaucoup de passerelles qui existaient, qui étaient très possibles, notamment basées sur les soft skills. Donc, si tu avais de la drive, du grit, de la curiosité, tu étais capable d'apprendre par toi-même, tu pouvais très facilement passer d'une industrie à la tech ou commencer ta carrière en tech. C'est vrai. Fait que ça, c'est sûr que ça a un petit peu changé, surtout notamment avec la COVID, ce qu'on a vu. Il y a eu une disparition des frontières. Là. Donc, ce que ça a causé, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont commencé à venir taper dans le marché local québécois. Donc, autant pour des postes complètement à distance, donc des gens qui travaillent pour une compagnie qui est basée aux États-Unis, mais qui sont chez eux dans la ville de Québec. Pour ces entreprises-là, c'est juste, elles sont mortes de rire. Là. C'est du talent qui est vraiment cheap pour elles. Mais tu as aussi beaucoup d'incitatifs gouvernementaux pour ces entreprises de venir s'installer également au Québec. Puis ça, c'est sûr que ça a causer une certaine hausse des salaires parce que c'est beaucoup de salaires qui sont subventionnés, etc. Il y en a qui diraient que c'est de la concurrence déloyale, là. Mais écoute, c'est tout un débat dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui. Puis, tu sais, ça a eu pour conséquence d'avoir monté les salaires pour les gens. Fait que tant mieux pour ça, mais c'est plus difficile pour les entrepreneurs de rester compétitifs. Tu sais. Donc, ça, c'est quelque chose qui a changé. Puis, au retour de la pandémie, bien, on le sait, il y a eu tous les taux d'intérêt qui ont augmenté. Ça a fait que beaucoup de financements ne se sont pas passés pour des entreprises. Il y a eu énormément de pression pour que les entreprises en tech deviennent profitables et ne soient plus juste à essayer d'avoir une croissance de plus en plus forte. Et du jour au lendemain, il y a eu beaucoup de layoffs, donc des licenciements massifs. Mais entre-temps, il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait le switch vers le SaaS. Donc, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un marché de l'emploi où il y avait beaucoup de personnes en SaaS, en soft, qui se retrouvaient malheureusement licenciés. Donc aujourd'hui, la compétition est beaucoup plus présente pour les chercheurs d'emploi. Puis ce que j'entends de plus en plus des entrepreneurs, des compagnies, c'est que le monde veut des gens qui l'ont déjà fait. T'sais, pour un poste spécifique, là, avant, on dirait qu'on laissait vraiment plus la chance au coureur. À celui qui ne l'avait jamais fait, on prenait des chances parce qu'il n'y avait pas le choix. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est comme, idéalement, tu l'as fait pendant une dizaine d'années, puis il y a comme plus de... Je vais faire une job que j'ai jamais fait dans ma vie, puis on va juste wing it. Là. C'est comme, faut que tu montres que tu l'as fait une couple de fois pour avoir le poste. Même dans la communauté privée, ça se passe, je le vois, là, certains commentaires ou certaines discussions autour de, tu sais, si tu peux pas te permettre de... Si tu dois grandir rapidement puis être le plus profitable possible, tu peux moins te permettre d'embaucher des juniors qui vont peut-être ou pas faire l'affaire. Il y a plus de risques. Ils vont être un bon culture fit? Dans le fond, sont-ils vraiment excellents? Ils n'ont pas de track record. Fait que ce que je sens un peu venir, c'est ça, le fait que genre le monde va vouloir faire des embauches qui sont plus sécuritaires. Puis en plus, ces embauches plus safe là, d'intermédiaires seniors, ben, vu que le marché de l'emploi a comme s'est rebalancé, ben, sont moins chers, ces embauches-là. Fait que, pour l'entrepreneur, c'est une décision extrêmement logique. Mais pour le chercheur d'emploi, comme tu dis, ben là, ça peut peut-être rendre ça plus tough. C'est intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va bouger. Surtout avec les AI, là, en ce moment, t'as comme... Il y a des tâches qui ont historiquement été faites par des programmeurs, par exemple, juniors, qui peuvent facilement être faites par des Claude et ChatGPT de ce monde. Si c'est bien orchestré par des programmeurs intermédiaires ou seniors, ils peuvent rouler ces outils-là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. T'as embauché combien de monde, tu disais? Genre 200 personnes, je pense? 250 juste chez Coveo. Là, puis... Mais moi j'ai dû faire... En termes, toi, c'est les gens que tu as embauchés. Fait le chiffre pour les entrevues, c'est genre x10. Au minimum. Ouais. Bon. Je me souviens, on avait un taux de conversion entre la personne, mettons, qui appliquait, qui passait en entrevue, puis celle qui recevait une offre au final, là, c'était en dessous d'1%. Là. OK, bon. C'est 0,001%, un truc comme ça.
Insane. Bon, ben, moi, j'en ai eu peut-être, je sais pas, dans ma carrière, 100 entrevues, gros max. Là, puis, tu sais, j'ai des histoires complètement drôles qui sont arrivées dans ces entrevues-là. Fait que j'imagine que toi, tu as une surface d'exposition aux potentielles histoires drôles ou funky plus grande que moi, mettons. Fait que ma question, c'est ça. Genre, as-tu une anecdote funky d'entrevue que tu peux nous partager? Écoute, il y a les. Écoute, il y en a une là, qui avait fait un petit tour chez Coveo, là, je te dirais, parce qu'elle était quand même rigolote, là, mais beaucoup de bienveillance dans l'histoire que je vais raconter. Puis bien sûr, on donne aucun nom, là, de toute façon, je me souviens plus. Mais il y avait une jeune fille un jour qui avait appliqué sur un poste en marketing, chez Coveo, donc un poste un peu plus junior. Puis tu voyais qu'elle était très motivée, donc je l'invite pour une entrevue par vidéoconférence. Puis finalement, elle se pointe au bureau. Oh. Et je fais comme, oh, OK, surprise, mais en même temps, je suis comme, bah, écoute, j'aime ça, là, il y a de la drive, il y a du grit, tout ça, très motivé. Puis, écoute, je lui pose des petites questions pour la mettre à l'aise. Je dis, et puis, pourquoi ça t'intéresse, tout ça? Puis là, elle me dit, écoute, Hélène, moi, j'habite en face du bureau, là. Je suis comme, OK. C'est tout? Est-ce que c'est ta seule réponse? Puis là, elle voit que j'attends autre chose. Oh non, bien sûr que non, il y a une autre raison. Un jour, j'ai vu, vous avez fait venir un camion de crème glacée pour vos employés. Puis moi, ça correspond vraiment à mes valeurs. J'étais comme, mon Dieu. Des valeurs de crème glacée. Tu sais, j'essayais vraiment de comprendre puis de pas partir à rire. Puis j'étais comme, ma belle, tu sais, ça va te prendre une couple d'entrevues à te pratiquer avant de réussir à avoir une job ici. C'est aussi c'est aussi de s'imaginer la voisine, genre de Coveo, qui peut juste regarder. Oh, ils ont l'air d'avoir du fun là-bas. Chris, c'est à côté, j'ai juste une lumière. What? Il y a un camion de crème glacée? Let's go, j'applique. Je la veux, cette job. Ouais. Mais tu sais, je lui ai donné du feedback à la fin. Je lui ai dit, tu sais. Ouais, t'es-tu capable dans ce temps-là ou faut que tu dodges, genre. Ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Ouais, mais là, tu sais, c'était une jeune fille junior. Tu sais, je me suis dit, il faut que quelqu'un lui dise, là. Tu sais, puis je lui ai dit, tu sais, pour travailler chez Coveo, ça te prend une motivation un peu plus profonde que d'aimer la crème glacée puis que ce soit en face de chez toi. Fait que conseil, tu sais, prépare-toi à répondre à ce genre de questions pour tes futures entrevues. Puis, si jamais un jour, tu as une raison un peu plus intrinsèque, profonde, de rejoindre Coveo, réapplique. Tu seras la bienvenue, là, mais entre-temps, tu sais, va réfléchir. Oh, man. J'ai essayé de l'avoir sur le podcast. Mais, moving on. Aimes-tu ça, la crème glacée? Je suis allergique. J'ai comme une intolérance au lactose. Je mange de la crème glacée vegan avec ma blonde de temps en temps. Mais pas trop parce que je check ma nutrition, tu comprendras. Encore une fois, trop raconter de détails sur ma vie personnelle sur un fucking podcast. OK, prochaine question, Hélène. T'es prête? 3, 2, 1, let's go. Ce qui m'intéresse, c'est savoir à quel point... Parce que là, t'as parlé de joueurs étrangers, mettons, qui viennent s'établir ici, qui ont certaines subventions ou carrément qui embauchent à distance de n'importe où dans le monde. Fait que sur 10 ou 100 postes, mettons, donnés chez Coveo, il y avait combien de pourcentage de compétition d'embauche qui venait de compagnies locales, fait que, disons, québécoises ou canadiennes versus ailleurs, fait que, américaines, européennes, peu importe où? Bonne question. Tu sais, quand le classique genre dev qui arrive, il dit ah ouais, j'aimerais vraiment ça, mais j'ai eu une offre de genre Shopify aussi, puis là, il essaie de faire monter le prix. Là. C'est ça. Il y en avait qui avaient des offres de Google, d'Apple, AWS. Les GAFAM, là, les gros. Ouais. Donc ça arrivait quand même régulièrement. OK. Puis, c'est sûr que dans ce temps-là, on s'entend, tu ne peux pas compétitionner d'un point de vue salarial. Là, puis, c'est tough. Ouais. Donc, c'est pour ça que dans un processus d'entrevue, c'est sûr que ça te prend d'aller chercher justement la motivation intrinsèque de la personne, comme on en parlait. Quand c'est pas la crème glacée, par exemple, ni l'argent, idéalement, tu veux que ce soit le fait de bâtir un produit, travailler avec un SaaS québécois, etc. Puis c'est ça ton différenciateur, parce qu'il y aura toujours une autre entreprise pour te outbid par rapport à un dev. Fait qu'il y avait quand même, oui, beaucoup de compétition. Puis le pic, c'était vraiment juste après la pandémie, c'était n'importe quoi, juste avant que, justement, il y ait les gros layoffs qui arrivent. Puis sérieux, on se regardait chez Coveo, on était là, mais pourtant, on était un bon payeur là, sur la scène québécoise, mais on se faisait complètement comme dépasser justement par les joueurs américains. Là, donc, tu sais, c'est Coveo, là. C'est une compagnie tradée publiquement qui a genre beaucoup de financement. Puis tout, là, imagine les petits bootstrappers. Là, non, c'est sûr. on était nous autres, tu sais. Je parle pour moi, là. C'est pas réducteur ce que je dis. Là. On était, je sais pas, 30 à l'époque, là. 30, 40, 50% en bas de market, là, quand le market était rendu fou de même. Fait que, c'était extrêmement tough là, de se différencier sur le salaire là, pour des seniors, mettons. C'est pour ça que nous, on a toujours eu la philosophie que ça doit pas être
la Juste première ça, ouais. motivation, parce que si quelqu'un vient pour le salaire, il va repartir pour le salaire. Tu sais. Puis ça, c'est vrai pour toutes les entreprises. Il faut payer tout le monde correctement, bien sûr, mais il faut trouver comment dire, d'autres choses qui vont rallier la personne à la mission de l'entreprise. 100%. Fait Mais je n'ai pas répondu à ta question par c'est rapport ça, au j'allais voir pourcentage. Mais local versus international. je te dirais que pour des postes spécifiques, notamment les devs, on se battait contre 2 types de compétitions. Donc, la compétition internationale qui payait extrêmement cher, puis avoir ça sur ton CV, c'était incroyable. Mais on avait aussi des personnes qui étaient juste beaucoup trop craquées par le fait de bâtir quelque chose avec des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, c'était aussi une compétition directe pour nous. Il y avait des très bons talents qui décidaient de refuser une offre de Coveo pour s'en aller justement. Avec une start-up qui commence. Avec une start-up où ils étaient 3, là, tu sais, mettons. Donc, puis on allait chercher des profils qui aimaient bâtir, fait que c'est normal. Puis on n'a jamais eu comment dire, de rancœur ou quoi que ce soit. À chaque fois, c'est comme, nice. On préférait que la personne s'en aille bâtir une start-up. Ben oui, on préférait largement ça. Puis on était là, ben, si jamais un jour ça marche pas, rien nous voir. Statistiquement, ça se peut vraiment que ça marche pas. Fait que t'as mon numéro. C'est intéressant, ça. Mais tu vois, un truc intéressant que je trouve aussi, c'est que je vois de plus en plus une tendance de personnes qui travaillent pour des compagnies étrangères, tu sais, qui sont complètement remote à la maison au Québec. Je l'ai vu ça, moi, tout. Mais qui veulent revenir dans des compagnies plus locales. Ouais. What's up, folks? Jeudi, le 29 mai à 18h, c'est le dernier événement Ça se passe live avant le break d'été. On prend un break de 3 mois avant de revenir pour la conférence annuelle en septembre. Ça se passe à Laval. Première fois qu'on débarque à Laval. Je suis vraiment stoked. On interview Alexandre Corriveau de TerroX. C'est lui aussi un founder, mais il gère cet accélérateur-là. Il est coordonnateur-là. Puis on va explorer un peu c'est quoi les cohortes, le genre de maillage puis de synergie qu'il y a entre les startups de Laval puis toute l'espèce de crowd corpo qu'il y a autour. Le pont qu'ils ont aussi avec Plug and Play, un accélérateur de Silicon Valley. J'ai entendu parler de poulet portugais, de barbecue, de terrasse, de plein de places, de stationnement. Ça va être un sacré bon show. Il y a plein de beaux mondes qui vont être là. Assurez-vous de venir. Allez prendre vos billets sur Eventbrite. Tapez Ça se passe ou juste saspasse.com. Allez sur la bannière en haut de notre site mauve. Vous pouvez cliquer là-dessus. Amenez quelqu'un qui ne connaît pas encore la crowd, la communauté. Ce serait malade de découvrir des nouveaux visages. All right, on se voit là-bas. Cheers! Oui. Ouais, ben, je peux comprendre. Je pense que il y a des choses que, par rapport à ton emploi et ta carrière, quand tu les calcules ou les considères sur papier, ça devient évident puis clair que tu devrais prendre une job remote parce que tu dépenses moins d'argent et de temps en commute, en niaiserie, t'as pas besoin de te préparer, je sais pas quoi. Après ça, souvent, si tu prends une job remote d'un gros joueur international, tu vas avoir un salaire qui est genre, je sais plus combien de fois plus gros. Même des fois, t'as moins d'oversight, fait que t'as moins de surveillance, entre guillemets, fait que t'es pas obligé de travailler dans une grosse compagnie internationale. Des fois, t'es pas obligé de travailler 60 heures, là, tu sais, tu peux travailler moins puis faire un gros salaire. Tu es payé dans un autre currency des fois, où leur base salariale est pas basée sur ton niveau de vie au Québec. Fait que, tu sais, là, tu mets tout ça sur papier et t'es là, man, j'applique chez genre Okta ou telle compagnie publique ou whatever. Mais après ça, c'est tout ce qui est sur papier. Mais dans la réalité de ton expérience d'emploi, genre, ça se peut que le contact humain, ça se peut que les jokes quand le monde rit dans le bureau, ça se peut que la bière du 5 à 7, ça se peut que, je sais pas, je sais pas quoi, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu manges, man, le fun que t'as, tout de suite, un moment donné, tu commences à sentir que ça pèse à un autre niveau. Puis c'est pour ça que Georges disait tout le temps, Georges, cofondateur Spectrum Snipcart, disait tout le temps, la rémunération, c'est pas juste du cash, tu sais. C'est genre plus que ça, c'est une expérience au complet. Oui, absolument. Puis, tu sais, je suis vraiment d'accord avec ça. Et j'en ai dans mon entourage proche, là, justement, des personnes qui reviennent vers des compagnies locales parce que tu te sens seul, là, au bout d'un moment. Puis, si ton poste est un minimum stratégique, puis appelle à réfléchir plutôt que exécuter une tâche en continu, ça, c'est sûr que tu peux le faire, oui, tu sais, à la maison, en regardant Netflix en même temps, là. Mais quand ta job, c'est de bâtir une stratégie ou d'être créatif ou de faire quelque chose d'innovant, ça te prend d'aller faire rencontrer tes neurones avec ceux de ton voisin, là, tu sais, un minimum. Je te file. Donc, il y a quand même une tendance en ce moment, je vois, à revenir local. Puis en plus, avec ce qui se passe avec nos voisins aux États-Unis, tu rigoles, mais j'en ai aussi, là, tu sais, qui ont des collègues américains qui peuvent juste plus collaborer avec eux, là. Ouais. Parce que, c'est quand même un autre débat, là. Mais, tu sais, mettons, quand tes collègues proches, disent que tu vas bientôt devenir américain parce que le Canada va devenir 51e État,
tu as envie de retourner travailler dans une man. business québécoise. Je te comprends, c'est tabarnak juste d'entendre ça. Ouais, puis c'est une autre affaire qui est fucked up. Il y a un fondateur qui me dit, je garde tout ça anonyme, là, mais genre, il y a un fondateur qui me dit, tu sais, man, mettons que moi, je commercialise aux États-Unis là, en ce moment. Là. Il y a genre, disons, tant de pourcentage de mon user base qui est basé, c'est des clients, c'est des Américains. La moitié de ce monde-là, ils ont voté pour telle personne, mettons. Ben, moi, mettons, là, que je suis vraiment genre opposé ou pas down avec telle personne ou telle direction politique, dirons-nous, ben, ça me fait chier man, de leur vendre un produit, puis genre de les supporter, puis de l'encourager leur business à grandir. Fait que t'as toute cette espèce de weird genre ombre géopolitique-là qui se dresse sur nos compagnies, puis c'est fucked up. Tu rigoles, mais moi, je l'utilise en ce moment pour approcher des gens, justement, des Québécois qui travaillent pour des compagnies américaines. Puis j'ai un taux de réponse extrêmement haut. Justement, des gens qui font comme hey, sérieux, là, oui, je veux revenir vers une compagnie québécoise. Puis c'est pas grave si je prends une cut, là, tu sais, comme. Ouais, c'est comme c'est l'équivalent du buy local, c'est genre work local, quasiment. Ouais. Non, mais ça fait du sens. Je veux dire, on verra où ce qui ça nous mène. Hopefully, tout va bien aller. Y a-tu des. Tu sais, tu parlais des outils logiciels tantôt là, en recrutement. T'as-tu l'impression que ça vaut la peine qu'on en parle plus? Pourquoi je pose la question-là? Est-ce que t'as un avantage compétitif en recrutement considérable si tu utilises un outil versus un autre ou une suite d'outils versus un autre? Genre, les outils font une différence ou comme pas tant? Je te dirais que si tu essayes de recruter sans LinkedIn, par exemple, ou sans plateforme qui te permet de trouver des talents, ça veut dire que tu vas vraiment y aller à la main. Tu vas perdre du temps. Ça va être très long, puis tu vas avoir un reach qui va être très limité parce que LinkedIn a un algorithme qui fait que tu ne peux pas aller voir nécessairement les gens qui sont en dehors de ton réseau ou jusqu'au 3e degré maximum. Donc, c'est sûr que tu te fermes une partie du marché en faisant ça. Mais tu vois, là, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas d'ATS, qui n'ont pas de système pour le recrutement. Moi, j'ai ma licence LinkedIn, je vais avec ça, mais il y en a beaucoup qui travaillent encore sur des spreadsheets, puis ça se fait. Là, en dessous d'un certain volume de recrutement, c'est pas nécessaire un ATS. Mais à partir du moment où tu commences à vouloir garder le contact avec des anciens applicants, si tu commences à vouloir récolter des applications inbound, là, par contre, c'est une bonne idée d'investir. Sourcing qui ont fait un produit pour ça, justement, hein, genre garder un peu les... Tu sais, parce que dans ton processus de sourcing, j'identifie des candidats qui fit pour un poste. Il y en a qui vont dire non, peut-être, mais ces gens-là, tu veux pas nécessairement que la donnée à propos de ces gens-là, elle arrête de vivre. Ça se peut que pour un poste futur, ça soit des super bons candidats. Puis c'est... je blank sur le nom du produit. Je me sens super mal, Seb, si t'écoutes ça, mais... Mais moi aussi, j'ai un blanc, mais je l'ai écouté. Je vais le retrouver, je vais le dire plus tard dans le podcast. All right. Fait on a beaucoup parlé des conditions en tech puis du recrutement en tech. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'impression que c'est un vrai énoncé, un énoncé véridique de dire qu'on est dans la ouate en tech, mettons? Oui, mais pas autant qu'avant. OK, fair. À cause de justement ce changement macro-là de marché que tu as parlé? Oui. En ce moment, le marché de l'emploi en tech est quand même assez instable. On s'entend. C'est plus difficile de trouver une job, etc. Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient fait le switch dans cette industrie. Mais c'est sûr qu'aussitôt que tu reparles à des professionnels de la santé, des personnes qui travaillent au gouvernement, dans des assurances, tu leur parles de ta salle avec un baby-foot puis genre une Nintendo, ils te regardent avec des grands yeux, ils font comme... De quoi tu parles, genre? T'as du café limité puis des collations. Ben, il y en a, ils disent, moi, je travaille juste dans mon cubicule gris. Puis c'est toujours ça, la réalité de beaucoup de personnes. Ça me fait penser un jour, chez Coveo, il y avait une employée qui avait rempli comme un ticket, une sorte de plainte parce que l'équipe avait, en charge des bureaux, avait remplacé un type de bartendre. Puis la personne était comme, non, mais parce que moi, vous comprenez, c'était celle que je prenais comme déjeuner le matin. J'étais là, genre, non, mais c'est comme... Ça, toi, t'es dans Watt. Toi, t'es watté, buddy. Donc, je pense que c'est important de garder un contact avec la réalité. Dans beaucoup d'industries, les gens, ils regardent ce qui se passe en tech, puis ils font, mais mon Dieu, c'est quoi ça? C'est la Silicon Valley pour eux. Je pense qu'on a tendance à l'oublier quand on est en tech depuis un certain moment, mais en ce moment, on a quand même une certaine instabilité là, sur le marché. Ouais, fait que ça calibre un peu les choses. Fait qu'on est encore dans Watt, mais moins. On a parlé de marque employeur, Hélène. Comment tu définirais c'est quoi une marque employeur ou même une bonne marque employeur? Oui.
Mais je vais revenir un peu sur l'analogie justement des différentes fonctions autour du recrutement des RH. Là, quand tu as une entreprise, tu as un département de sales, de marketing, tu as ton produit, tu as les customer success, tu as des départements d'admin. Puis les RH, c'est comme une mini-entreprise dans une entreprise. Donc, on l'a dit un petit peu plus tôt, le recrutement, c'est comme des ventes. La marque employeur, c'est le marketing. Tout ce qui est intégration des nouveaux employés, ça peut s'apparenter au customer success, etc. Ouais, fait que il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits. Puis une marque employeur, c'est littéralement ta marque comme employeur. Donc, tout comme toi, tu as une marque pour ton produit, pour ta compagnie, ben, ça te prend une marque pour définir c'est quoi travailler dans ta compagnie. Donc, pour moi, une marque employeur, c'est vraiment l'ensemble des stratégies puis des actions qui sont posées pour définir ton identité, tes valeurs, donner vraiment une image de ça représente quoi travailler dans cette compagnie-là, mais aussi toutes les actions qui vont être posées pour générer de l'awareness, donc que ce soit une présence sur les réseaux sociaux, que ce soit des campagnes, que ce soit une stratégie de field, donc événementielle, un programme de stagiaires, etc., un programme de référencement. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces activités-là qui vont faire vivre finalement ta marque comme employeur. Puis, ultimement, une marque employeur, ça vient des employés avant tout. La chose à jamais faire, c'est te dire hey, ma marque employeur, je veux que ce soit ABC. Puis finalement, ça n'a pas rapport avec la réalité dans ton entreprise. Là. Donc, il faut que tu partes de la réalité, de ce qu'est vraiment l'entreprise, qu'est-ce que tes employés te disent sur qu'est-ce que c'est que travailler ici. Puis c'est ça qui va fuel finalement ta marque employeur. Fait que tu as des actions qui sont intentionnelles puis créées, genre, je sais pas comment dire, genre engineered, c'est ça le mot que je cherche, mais tu as aussi un résultat ou des mots, un bouche-à-oreille qui est organique. Là, c'est-à-dire que ta marque employeur, c'est pas juste les campagnes que tu vas faire, les events que tu vas organiser puis les valeurs que tu mets sur ton mur. C'est ce que les gens à l'interne et à l'externe de ta compagnie disent à propos de travailler chez vous. Exact. Right? Ce qu'ils pensent à propos de travailler chez vous. Exactement. Puis sans marque employeur, ça va être très difficile, oui, d'attirer des candidats, mais même de convertir des candidats parce qu'au bout d'un moment, justement, tu as expliqué la job, tu as expliqué le produit, tu as expliqué les conditions salariales, mais ultimement, si la personne a exactement la même offre ailleurs, qu'est-ce qui te différencie, toi? Donc, en fait, c'est ton avantage compétitif sur le marché de l'emploi parce que le marché de l'emploi, c'est avant tout un marché. Donc, sur un marché, tu as de l'offre et de la demande. Donc, le marché de l'emploi, tu as de l'offre, puis tu as de la demande. Donc, quand tu as beaucoup de personnes qui sont en train de chercher un emploi, c'est sûr que tu as beaucoup d'offres, donc tu vas avoir le gros bout du bâton. Mais quand le marché est plus tight, c'est sûr que ça te prend de te marketer et de t'assurer d'attirer les bonnes personnes pour ton entreprise. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est souvent oublié, mais le marché de l'emploi, c'est un marché avant tout. Super. C'est bien de le recadrer comme ça. Pour la marque employeur, si on essaie de rendre ça plus pratique et concret, aurais-tu 2-3 conseils à donner à de jeunes fondateurs en SaaS, en tech, qui tentent de la nourrir et de la développer, cette marque employeur-là? Mettons qu'il n'y a pas encore 500 personnes qui peuvent leur dire « Voici qu'est-ce qui est cool à propos de travailler chez vous. » Oui, ben tu vois, j'ai commencé à le faire avec un de mes clients d'ailleurs. Là, ça peut être hyper simple, tu sais, un petit sondage là, auprès de tes employés de « Hey, qu'est-ce que tu aimes le plus de travailler ici? Okay. Puis qu'est-ce que chaque personne qui devrait rejoindre l'entreprise devrait avoir comme valeur humaine? » Okay, Puis nice. ça te donne déjà une bonne base de quelle est ton identité, l'identité de ton équipe et ce qui fait vibrer les gens. Donc, une fois que tu as identifié ça, puis c'est hyper simple, hein, c'est gratuit, c'est juste 5 minutes du temps de tout le monde. Tu peux faire ça aussi en personne avec tes employés pour avoir une conversation plus live. Mais c'est souvent quelque chose qui est super apprécié par les employés parce que l'emploi de quelqu'un, ça touche à son identité aussi. Là. Donc, les gens, ils en ont des choses à dire. Ils ont beaucoup de choses à dire, les employés, même dans des toutes petites équipes. Puis une fois que tu as ça, tu sais, que tu as des mots qui vont émerger du genre innovation, collaboration, il y en a qui peuvent te sembler un peu répétitifs. Tu es comme, ouais, c'est pas différent du voisin, là. Mais n'empêche que c'est ça qui parle à ta team. Donc, c'est important de les adopter, de peut-être même les mettre, pourquoi pas, sur ton site, ta page carrière en disant, hey, ça, c'est nos valeurs. Tu sais, c'est un début de vitrine, finalement, pour l'extérieur, pour les gens qui n'ont aucune idée c'est quoi ta business. Donc ça, je pense que c'est une première étape qui est quand même assez facile à les mettre en pratique, mais toujours rester très authentique. Là, ça, c'est vraiment mon conseil numéro 1. Puis il n'est jamais trop tôt pour le faire parce que les chercheurs d'emploi, souvent les entrepreneurs puis les entreprises ne comprennent pas le parcours du chercheur d'emploi, Okay. mais souvent le chercheur d'emploi va
trouver des posts en ligne. Donc, d'abord, c'est important que tes posts soient accessibles en ligne, qu'ils puissent être trouvés, indexés quelque part. Donc, par exemple, LinkedIn, Indeed, n'importe quelle autre plateforme. Mais la deuxième chose qu'ils vont faire une fois qu'ils ont trouvé une job qui a l'air cool, c'est d'aller voir la page LinkedIn de la compagnie ou le site web de la compagnie. Exact. Et oui, ils vont regarder c'est quoi les produits, c'est quoi les clients éventuellement. Mais tout de suite, ils vont essayer d'aller dans l'onglet, justement, carrière, équipe. Ils veulent voir c'est qui derrière, c'est qui les humains. Ils veulent voir dans quoi ils s'embarquent. Donc, c'est à ne pas lésiner. C'est juste avoir une landing page. Je pense que c'est vraiment quelque chose de... Sans même parler de traction et tout ça, c'est quelque chose qu'il est important d'avoir pour que les personnes qui te trouvent, au moins, elles sachent t'es qui. Ouais, puis ça va sonner un peu comme si je me pétais les bretelles, là, mais pour plusieurs entrepreneurs qui n'ont pas encore des fonctions RH puis de recrutement développées, qui viennent sur le pod, je leur dis, man, mets le pod sur ta page carrière ou ta page d'équipe pour que si vous voulez en apprendre plus, ça accompagne l'histoire des fondateurs, écoute ça. Tu sais, c'est une vitrine de genre 1 heure et demie où est-ce qu'on rentre, c'est très humain, très authentique. Fait que je me dis, tu sais, au moins si tu peux compter une partie de ton histoire via le pod. Exact. Cool, mais tu vois, là, on est déjà dans des stratégies de génération de contenu. Ouais, c'est vrai. Donc, mais tu sais, moi, je trouve ça incroyable. Ça se passe aussi pour cette raison-là. Là. Puis, by the way, allez tous publier votre job sur le job board de Ça se passe. C'est gratuit en plus. Merci, Hélène. Rien. Hey, Collap. Je viens de me rappeler, c'est ça le nom. Ouais. Sébastien Savard de SourceInc ont lancé un produit SaaS qui est très utile pour les recruteurs et les gestionnaire. Ça s'appelle Collap, C-O-L-L-A-P. Bon, on se rappelait. J'ai mis ça en dehors de mon cerveau maintenant. Super. C'est bon? Ouais, allons-y. J'avais un point par rapport à ça, mais là, on dirait que je blank. On était en train de parler de la page carrière, les humains. OK, oui, voici ma question. Si l'entrepreneur, le fondateur SaaS veut commencer à générer ou à créer une réputation ou une reconnaissance à l'extérieur de sa compagnie, y a-tu des activités, des choses que tu recommandes, mettons? Oui, mais quelque chose d'assez accessible aussi, puis encore une fois gratuit, mais tu sais, aller créer une page Glassdoor, par exemple. Oui. Tu sais, donc c'est sûr que c'est toujours un peu bizarre d'aller demander à tes employés de laisser un review, là, surtout si vous êtes juste 3. Tu sais, puis que... mais mettons que tu demandes à une personne de laisser un review, puis le review est négatif, ça crée une relation un peu bizarre. Là, tu ne demandes pas mais tu me suis, là. Donc, il y en a qui sont à l'aise, il y en a qui sont moins à l'aise de solliciter du feedback. Mais c'est un peu comme quand tu vas chercher du feedback auprès de tes clients, finalement. Donc là, c'est juste à la place de tes clients, c'est tes employés. Exact. Parce que Glassdoor, c'est aussi une plateforme sur laquelle les gens vont pour aller 100%. Voir du feedback anonyme. Puis encore une fois, ça, c'est gratuit. Puis si vous encouragez les employés à donner vraiment du feedback honnête, authentique, transparent, bien, c'est ça qui va sortir. Puis le but, c'est pas d'avoir un 5 sur 5. Un 5 sur 5, ça t'envoie plus des red flags qu'autre chose quand tu cherches une job. Tu veux du vrai feedback, des avis qui vont être très honnêtes. Là. Fait que ça, c'est aussi un bon point de départ, là, je te dirais. Ouais. Puis après, ben, tu sais, une présence sur les réseaux sociaux, là, ça, c'est sûr que ça fait aussi toute une différence. T'sais, quand tu as une job, demande à tes employés de la partager aussi sur les réseaux sociaux. Crée même un concours interne, je sais pas, quelque chose là, pour stimuler, faire du bruit. Puis ça coûte pas d'argent, là, éventuellement une carte cadeau ou une bouteille, si tu veux, là, pour incentiver les gens. Kraken. Ou du café Kraken. J'ai le goût qu'on regarde un peu comment tu as évolué dans ton rôle là, de leader en recrutement. Ma première question là-dessus, c'est si tu as une erreur top of mind qui te vient à l'esprit, que tu as fait une grosse erreur que tu voudrais, mettons, éviter à d'autres personnes, que ce soit des entrepreneurs ou des recruteurs. Oui, c'est peut-être moins comme recruteuse, mais plus comme gestionnaire, je te dirais. Sure. Je vais comme citer un des leaders chez Coveo qui disait souvent ça. Là. Je ne vais pas dire son nom juste au cas où. Non, mais il disait qu'il n'est jamais trop tôt pour terminer quelqu'un. Dans le ssens où... Renvoyer quelqu'un, ouais. T'es jamais dans ta vie, tu vas te dire... J'ai renvoyé trop tôt cette personne. Si tu es rendu au point de devoir terminer l'emploi de cette personne parce que ça ne marche pas, plus tu attends, plus tu crées finalement une règle non écrite que, par exemple, la médiocrité est correcte et tolérée ou que la toxicité est correcte et tolérée. Donc, c'est important de prendre action rapidement quand ça ne marche pas. Donc, bien sûr, d'abord par donner du feedback, etc. Mais quand ça ne marche vraiment pas, c'est important d'agir vite parce que jamais tu te diras... J'aurais dû attendre 6 mois avant de terminer quelqu'un. C'est vrai, j'essaie de voir. C'est le vieil adage là, de hire slow, fire fast.
Mais j'essaie de... Tu sais, moi, je parle à beaucoup de monde, j'essaie de me rappeler s'il y a quelqu'un qui me dit ever, juste comme j'ai vraiment renvoyé cette personne-là trop tôt. On dirait jamais. Jamais. Fait que ça, c'est bon, vraiment un learning là, comme gestionnaire que mais moi j'ai fait. Mais tu l'as-tu fait, cette erreur-là, toi? Oui, de traîner, de me dire non, mais c'est parce que, tu sais, trouver des excuses, puis me dire non, mais il y a du potentiel, puis finalement, tu le laisses ça traîner, puis parfois, après, au bout d'un moment, dans ton équipe, ça crée des frustrations parce que tu as tes top performers qui sont comme, là, je comprends pas, est-ce qu'on est une équipe de players ou pas finalement, genre, faudrait que je sois au courant. On a tout l'alphabet avec nous autres. C'est ça. Mais par contre, j'ai une histoire cocasse un jour d'une erreur plus tactique que j'ai faite. J'ai désactivé les accès de l'entièreté de la compagnie à l'ATS, le fameux ATS. Donc, tu sais, que je t'ai dit que j'étais administratrice de tous les systèmes recrutement. Puis je me mettais les mains dedans, puis j'essayais d'automatiser des processus pour aller chercher du data, des machins. Puis un jour, j'ai comme cliqué sur la mauvaise affaire, puis j'ai désactivé 750 personnes dans l'ATS. Puis la seule façon de régler le problème, c'était de réactiver manuellement 750 personnes. Donc, j'ai passé toute la journée à faire ça. Puis pendant ce temps-là, tu avais des employés qui étaient paniqués, qui étaient comme, est-ce que je suis terminée? Est-ce que mes accès sont coupés parce que vous avez quelque chose à m'annoncer? Donc, il y avait toute l'équipe RH qui était comme, Hélène, qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, I know, guys, sorry. Parce que là, sur Greenhouse, tu avais un corps de monde en RH, en recrutement, mais tu avais aussi des gens partout d'autres de l'entreprise. L'ensemble des employés. Parce qu'il y avait des entrevues qui étaient faites, par les RH, mais on roulait à peu près une 50aine d'entrevues par jour à l'échelle de la compagnie. Qui impliquaient tout plein d'autres rôles. Des VP, des collègues, des gestionnaires d'embauche. Puis là, eux, il y avait peut-être un meeting d'entrevue, puis là, ils se loguaient, puis c'était genre... Plus rien. Puis là, j'étais comme... Ils savaient pas que c'était le Kraken qui a une tentacule qui a slippé puis qui a accroché le mauvais piton. Tu sais, à force d'être trop curieuse comment fonctionne le système, j'ai fait une petite... Mais t'aurais pu être dev quasiment, on dirait, genre, où, tu sais, t'as de l'air à vouloir... bagosser, pitonner. T'as de l'air à triper un peu tech, la manière dont tu parles. Je suis curieuse. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. Puis j'avais tendance à aller m'entourer beaucoup aussi de spécialistes dans tous ces secteurs-là. Tu sais, quand il était question de justement faire l'automatisation puis traquer du data, l'analyser, j'allais travailler avec les gars de BI. J'allais leur demander, hey, comment ça fonctionne, tableau, montre-moi, donne-moi des accès pour le meilleur et pour le pire. Écoute, j'avais les deux mains dans le CMS, donc Sitecore de Coveo. Donc, notre site web était hébergé sur Sitecore. Puis, pareil, j'en ai fait une ou deux. Là, j'ai comme shut down le site de Coveo pendant quelques secondes. Puis, tout de suite, l'équipe de web a pu intervenir puis rattraper ça. Puis, j'étais, oups, sorry guys, vous voulez peut-être me retirer mes accès finalement. Oui, mais ça fait partie aussi de l'éthos de Coveo de sort de ton rôle puis va en prendre un peu plus puis fait bouger les choses que tu parlais. Fait. C'est ça. Make sense. Tantôt, tu as parlé, tu as dit cette espèce de conseil-là de il n'est jamais trop tôt pour renvoyer quelqu'un. Ça vient beaucoup avec, oui, une analyse objective de la performance, mais souvent, ces choses-là, ça vient avec l'intuition, avec un feeling. Fait que, mettons qu'on reprend ce concept-là d'intuition puis de feeling, puis qu'on le ramène dans le début du journey d'un employé, d'un chercheur d'emploi, quand tu es en train de les passer en entrevue, à quel point tu accordes du poids à l'intuition dans tout ce processus-là? Oui, beaucoup. Mais il faut que ce soit structuré. Okay. Tu peux pas juste wing it puis arriver en entrevue puis te dire que ton instinct va te dire s'il faut l'embaucher ou pas. Ça, c'est sûr que ça marche pas puis tu vas aller dans le mur. Okay. Ce que ça prend, c'est d'abord une structure très claire de ton besoin. Donc, il faut que tu aies bien défini ton besoin, que tu aies un processus avec des étapes d'entrevue très claires pour aller identifier, valider des requis à chacune de ces étapes-là. Ouais. Puis, idéalement, ça va te prendre aussi une feuille d'évaluation avec des traits, des qualifications, tout ça. Puis, ça te prend une structure. Puis, une fois que tu as cette structure-là, oui, tu peux te servir de ton instinct. Pourquoi? Parce que l'être humain est fait d'une telle façon qu'on reconnaît des patterns. Il y en a comme un sixième sens, puis je suis sûre que ça arrivait à tout le monde, de se dire, il y a anguille sous roche. Hey, cette personne, elle me raconte des mensonges, il y a quelque chose de pas cohérent, ou bien, on a tous des patterns comme ça qu'on reconnaît. Donc, c'est important de les écouter, mais il ne faut pas remettre le processus décisionnel entre les mains de ton instinct, parce que là, tu pourrais faire quand même des graves erreurs. Comme on rentre aussi dans tout ce qui est biais cognitif, là, notamment. Ouais, la ligne est très mince entre l'instinct et les biais. Donc, c'est pour ça que ça prend une structure. Puis, c'est important d'écouter son instinct parce que ça va te dire s'il y a quelque chose qui te chicote. Puis, c'est important d'aller creuser. Ça ne veut pas dire que tu rejettes la personne, mais il faut aller creuser. Fait que mettons là, que je suis un jeune recruteur qui travaille en dessous de toi là, chez Coveo à l'époque, là, puis que j'ai ma grille là, d'évaluation, puis j'ai posé les bonnes questions, j'ai évalué pour les bonnes compétences molles et dures. Fait que j'ai quand même une bonne idée, mais je finis l'entrevue, là, puis là, je suis comme, asti, man, il y a quelque chose, anguille sur roche, je suis comme,
D'après moi, ce serait pas un bon fit, mais je suis pas capable de le mettre en mots. Puis je vais te voir, puis je te dis, Chris Hélène, il répond, il coche toutes les cases là, dans notre grille d'évaluation, mais il y a comme un feeling que je suis pas capable de tasser. C'est sûr que je vais te demander, explique-moi concrètement c'est quoi. Est-ce que c'était le non-verbal? Est-ce que c'était la façon de répondre? Puis je vais essayer d'identifier. Est-ce que c'est parce qu'il a dit A, puis après il a dit B? Est-ce que c'est parce qu'il est revenu sur son explication? Est-ce que c'est parce qu'il changeait de version? Est-ce qu'il restait en surface? C'est quoi comment dire, ce qui gratte? C'est où que ça gratte finalement? Puis c'est important ça de l'identifier parce que sinon tu peux pas prendre de décision. Puis dans ce temps-là, soit tu as assez de matériel pour dire « ouais, non, tu sais, c'est comme ça va pas le faire », ou bien tu te dis, il faut que je lui reparle pour revalider ces choses-là. Mais dans ce cas-là, il faut que tu sois prêt et que tu aies identifié les questions à aller lui poser pour creuser justement les sujets qui ne sont pas clairs. Fait que c'est important d'essayer d'identifier. Puis parfois, c'est tes propres biais à toi qui sont en train de s'exprimer. C'est ça qui est tough. Hein. Ça se trouve, je dis absolument n'importe quoi, mais mettons que tu as eu des mauvaises relations avec, je sais pas, des gens chauves, par exemple. Tu sais, tu n'es pas chauve, Frank? Non, pas encore. C'est vrai. Mettons que tu as une mauvaise relation, je sais pas, c'est des gens qui l'ont mise à l'envers. Tu as un biais. Tu as un biais qui s'est développé pour ces personnes-là. Puis là, tu as quelqu'un justement qui est chauve en entrevue avec toi, puis tu as comme un mauvais souvenir, un instant, puis tu es comme, je le truste pas. Bon, mais ça, c'est un biais. Là, tu sais, c'est pas rationnel de dire que tu le trustes pas parce qu'il est chauve. Donc, c'est important de développer du self-awareness. Je m'excuse pour tous les anglicismes, j'en dis vraiment beaucoup, mais d'être conscient de tes propres biais. On en a tous. Puis d'ailleurs, si tu penses que tu n'as pas de biais, c'en est un. Mais puis là, tu as mentionné un biais négatif, mais on a des biais positifs aussi. Là. Moi, je me rappelle, il y a du monde qui sont capables là, de dire hey, moi, tout, je tripe sur genre le rap, mettons. Là. Tout de suite, dans ma tête, tu viens de pogner 10 plus points là, comme candidat, alors qu'au final, tu réponds peut-être pas pantoute aux critères comme il faut. Exact. Là. Puis ça, c'est très courant. Là, on a été dans le même programme. Comme je t'ai parlé d'émissions commerciales. Moi, quand je vois quelqu'un d'émission commerciale, c'est comme yes, t'es passé par la même école que moi. Puis comme je suis sharp, t'es sharp. Donc, ça, c'est un biais positif. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une structure, justement, avec une grille d'évaluation, puis d'y retourner. Puis tu peux avoir une entrevue très conversationnelle, d'ailleurs. Là, puis c'est d'ailleurs ce que je conseille à tout le monde. Là, c'est une relation humaine, c'est pas un interrogatoire. Mais c'est important de revenir à ta feuille d'évaluation régulièrement pour dire, OK, est-ce que j'ai validé tous les points que je voulais évaluer à cette étape-ci du processus? Et si d'aventure, il y a un point que tu n'as pas réussi à les valider, pour le prochain interviewer ou ta prochaine entrevue, si c'est toi qui l'as fait, c'est important d'en faire ta priorité, d'aller valider cet aspect-là. Puis moi, ça m'est arrivé plein de fois de dire « Hey, tu sais, ça, je suis pas sûre, j'ai comme un instant, mais j'aimerais ça que tu ailles valider cet aspect-là parce que me semble c'est pas clair, il y a anguille sous roche. » Puis la deuxième personne, c'est avoir un deuxième avis, c'est très important. Ça aussi, on le sous-estime, mais quelqu'un tout seul, là, ça va être difficile de prendre une décision éclairée. Donc, idéalement, tu as une deuxième personne au moins impliquée dans le processus qui va te dire « Hey, oui, j'ai perçu la même chose. » Puis là, c'est quoi les odds que deux personnes perçoivent exactement la même chose, puis c'est pas vrai. Là. Puis idéalement, on veut vraiment les creuser pour s'assurer qu'on fait pas de la discrimination, puis qu'on n'est pas juste victime de nos biais, mais qu'on a vraiment des raisons très concrètes d'aller de l'avant ou ne pas aller de l'avant. C'est bon. Ça me rappelle le pod avec Seb. Il m'avait donné une couple de conseils aussi comme ça par rapport à avoir des critères clairs, avoir deux personnes plutôt qu'une. Genre pas juste laisser l'instinct ni la grille décider. Ça ressemble beaucoup à tout ce que tu dis. Ouais. Il y a une question que j'aime beaucoup poser. Puis toi, en plus, c'est le fun parce que t'as dû aiguiser ton sens ou ta lecture des personnes. Parce que t'as embauché des centaines de personnes, passé en entrevue des milliers de personnes. Fait à un moment donné, tu t'as flexé ce muscle-là plus que moi, mettons. Mais mettons que je te demande de le flexer pour toi. Genre, qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? C'est une de mes questions classiques, c'est comme ça que je vais la cadrer. D'abord, la réponse humoristique. Je suis cette personne dans les meetings qui a des questions à la toute fin du meeting. Et tout le monde veut s'en aller, mais moi, je continue de poser des questions. Okay. Fait que mes collègues chez Coveo vont me dire que c'était probablement ça le plus dur de travailler avec moi. Puis sinon, écoute, c'est cliché, mais j'attends beaucoup des gens qui m'entourent. Là. Comment dire, je suis pas là pour faire comme les autres. J'aime faire les choses pas différemment, juste pour les faire différemment, mais j'aime aller chercher de l'excellence dans ce que je fais. Donc, quand je travaille avec quelqu'un qui est peut-être pas dans cette dynamique-là, souvent, ça va un peu moins fonctionner. Mm-hmm. T'avais un entourage comme beaucoup, quantifiable chez Coveo. T'avais une équipe, t'avais une départ, t'avais des bureaux, t'avais tout ça.
aujourd'hui, t'es fractionnel, right? Fait que t'opères comme solo, mais tu t'incrustes à temps partiel dans différentes compagnies pour les aider. C'est quoi ton réseau de support aujourd'hui? Tu sais, genre, tu peux pas nécessairement te tourner vers la personne assise à côté de toi pour dire qu'est-ce que tu penses de ce candidate-là ou whatever. Y a-tu des pairs, des mentors avec qui tu t'entoures pour essayer de avoir du support? Ben, c'est sûr que j'ai gardé vraiment beaucoup de liens avec mon ancien gestionnaire, Claude-Antoine, que tu avais rencontré, tout ça, qui a vraiment été un mentor toute ma carrière. Là. Puis, on a d'autres, des anciens leaders de Coveo comme ça, avec qui je garde contact aussi. Okay. Mais je te dirais que je vais surtout chercher des personnes qui excellent dans leur champ spécifique. Comme je te l'ai dit, moi, je trouve que le recrutement, c'est de la vente, puis du marketing avant tout. Et quand je parle à peut-être d'autres personnes qui sont en recrutement, ça va souvent être du recrutement un petit peu plus traditionnel. Puis comme j'ai une pratique qui se rapproche plus du vente et marketing, j'ai plus tendance à aller m'entourer justement de gens d'affaires qui vont avoir des pratiques avant-gardistes que moi, je peux aller ramener en recrutement. Puis je mets toujours un point d'honneur à vraiment comprendre vraiment profondément les produits puis les modèles d'affaires. Donc, c'est beaucoup de ça que je me nourris, là, je te dirais, plus que de personnes spécifiquement en recrutement sur des techniques, par exemple, d'entrevue. Tu me sembles très sociable, puis genre, le côté humain, les relations, tu l'as exprimé que c'était important pour toi. Fait que là, ça pourrait être contre-intuitif de dire, ben là, pourquoi tu as décidé de partir à ton compte, dans le fond, parce que tu vas être peut-être plus isolé ou moins accompagné, genre, fait que pourquoi tu as fait ce move-là? Oui, j'avais envie de travailler avec des entrepreneurs. J'avais l'impression, après 6 ans chez Coveo, j'ai l'impression d'être assise sur une mine d'or d'informations sur comment tu recrutes du monde, comment est-ce que tu bâtis des équipes ultra performantes. Puis j'étais là comme, d'un moment, ça fait pas de sens. Là, on était arrivé à un point où ça roulait un petit peu... pas tout seul, là. On était quand même une bonne équipe à travailler, mais les choses roulaient chez Coveo. Puis j'avais de plus en plus d'entrepreneurs qui me contactaient justement pour me demander des conseils, des gens qui me disaient « Hélène, j'ai fait une mauvaise embauche, qu'est-ce que je fais? C'est critique pour moi, c'est mon vendeur, c'est ma personne en marketing, etc. » Puis au bout d'un moment, j'ai fait comme... Écoute, allons-y, là, je n'avais jamais envisagé. J'étais comme, tu veux me payer combien? Et puis finalement, j'ai comme aimé ça. Puis au début, j'étais inquiète de l'aspect solitaire, mais puisque mon modèle, c'est de travailler main dans la main avec mes clients, c'est pas de la consultation justement où tu arrives, tu fais un état des lieux, des recommandations, puis tu repars. Non, moi, je suis dans Slack avec eux, je suis dans leur Google Drive, je suis avec eux, on se fait des meetings, on se fait des scrums, puis on est dans l'arène ensemble. Donc, c'est comme, j'ai plusieurs équipes en ce moment avec qui je travaille. C'est très cool. J'ai comme l'impression que d'où tu viens, tu as un gros parcours impressionnant, mettons, en recrutement chez Coveo. Ça doit t'amener des avantages pour les SaaS avec lesquels tu travailles ou les compagnies en général avec lesquelles tu travailles aujourd'hui, mais ça doit aussi peut-être t'amener des blind spots, des points morts. Si tu avais à m'identifier, mettons, roughly un avantage injuste que tu as comme expert fractionnel en recrutement versus un point mort que tu as. C'est sûr qu'un avantage injuste, c'est que j'ai travaillé avec des leaders vraiment incroyables. J'ai travaillé directement avec Louis Tétu, Laurent Simoneau, Guy Gauvin, Jean Lavigueur, comme tous ces gens-là. Salut les boys. Salut. c'est vraiment des leaders très inspirants puis extrêmement talentueux. Donc, j'ai pu être coachée directement par eux. J'ai été mentorée, j'ai eu du feedback directement de leur part. J'ai travaillé avec eux. Donc, c'est sûr que c'est quasiment injuste là pour les autres personnes en acquisition de talent en tech parce que je sais à quoi l'excellence ressemble parce que j'ai été très proche de ces personnes-là. Puis je me sens très chanceuse de ça, d'ailleurs. Donc ça, c'est clairement l'avantage injuste. Puis un biais, je te dirais, c'est peut-être plus le fait que j'ai grandi très rapidement chez Coveo. D'année en année, j'étais promue dans une position plus senior, ce qui fait que, par exemple, même si j'ai recruté pour des devs, pas tant que ça finalement. Ma spécialité, c'était go-to-market beaucoup. Donc, ça reste ma spécialité aujourd'hui, mais en montant les échelons assez rapidement, finalement, ça fait que je ne suis pas restée nécessairement à jour avec les nouvelles tech, tout ça. Donc ça, ce serait clairement mon blind spot. Mais en même temps, là, vu que tu travailles avec différentes compagnies plus jeunes, tu réaccélères là-dessus, sur cet apprentissage-là. Et oui et non, parce que comme mon différenciateur puis ma spécialité, c'est le go-to-market, je fais beaucoup de mandats, justement, des postes de CEO, de C-level, puis autour des ventes et du marketing, finalement, autour de la commercialisation. Fait que c'est comme ma niche, mais en même temps, ça fait que j'ai un blind spot du côté dev. Fair. C'est honnête, j'aime ça. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus fun ou le plus tough à propos de travailler avec des fondateurs en tech? Le plus tough, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Classique. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-moi, ça m'intéresse. Mettons là que j'ai quelqu'un qui m'appelle, il dit « Hélène,
on a besoin de quelqu'un qui fait ça. On a besoin, ils vont me donner un titre, on a besoin d'un VP quelque chose, je ne sais pas quoi. Puis là, je suis comme, OK. Puis je leur amène exactement ce qu'ils me demandent. Puis là, c'est, ouais, finalement, c'est pas ça qu'on veut. Je suis comme, OK, ben parfait. Donc, on repart à la planche à dessin et c'est normal comme processus. C'est complètement normal. Puis moi, ça fait partie de mon offre de service. C'est, je vais t'aider à comprendre de quoi tu as vraiment besoin. Parce que parfois, on part d'une idée préconçue peut-être ça nous prendrait quelqu'un de temps plein qui va faire telle tâche, alors que finalement, c'est peut-être juste une redistribution des tâches en interne dont tu as besoin. Tout est capable d'épauler là-dessus aussi, mettons. Absolument. Donc, tu sais, puis parfois, on commence un processus de recrutement pour finalement se rendre compte que finalement, on n'a peut-être pas besoin. C'était peut-être plus un enjeu de... C'était pas les incitatifs mal alignés. Ta rémun est associée à quel point tu réussis à ce que la compagnie aille bien, fasse les bonnes embauches, crois, mais pas rentrer un headcount spécifique, rentrer du monde genre le plus vite possible. Oui, non, puis tu sais, t'as parfois aussi des enjeux de performance qui se transforment en des besoins de recrutement, alors que finalement, t'as peut-être juste pas la bonne personne en ce moment en poste. Donc, t'as ça aussi. Donc, tu sais, parfois, les entrepreneurs savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais c'est en même temps quelque chose que je trouve le fun. Là. Donc, ça fait partie des tâches que moi, je prends, c'est de les aider à identifier leurs besoins, surtout en recrutement puis en gestion de main-d'œuvre. Puis l'aspect le plus le fun, c'est que ça va vite. J'aime ça. Ah oui, j'aime ça. Je te dis, là, faut que j'ai un endroit où lâcher mon fou, là, puis avec les entrepreneurs, j'aime ça. Il y a comme... c'est comme si on revenait un peu à la base de la relation humaine. On est là pour bâtir quelque chose ensemble, on se fait confiance, let's go. Puis il n'y a pas de politique, il n'y a pas de processus. Ça va vite. Ouais, ça va vite, puis j'aime ça. C'est cool. Puis, je l'ai parlé un peu de ta rémunération, mais ton pricing model, tu peux-tu en parler? Genre, comment tu billes ou... Oui, ben écoute, moi, j'ai fait le choix de proposer un tarif horaire. Ça vient d'un endroit très spécifique. Là, c'est que j'ai travaillé avec des chasseurs de tête beaucoup. Je trouve que les chasseurs de tête, ça amène un certain biais. Les chasseurs de tête, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du monde qui vont chasser du talent. Donc, on a parlé du inbound. Donc, tu as des candidats entrants. Mais les chasseurs de tête, ils vont chasser uniquement. Et ils ne sont payés que si tu embauches la personne qu'ils t'ont amenée. Donc, c'est une commission à l'embauche. Mais ça, ce que ça fait, c'est que si finalement, en cours de route, toi, tu as trouvé par toi-même quelqu'un, ben, le chasseur de tête, il n'est pas nécessairement content. Parce que lui, il a travaillé pendant quelques semaines, quelques mois, puis il ne se fait pas payer au final. Ce qui fait que j'ai déjà croisé des chasseurs de tête, disons, qui étaient prêts à un peu près tout pour pouvoir se faire payer, ce qui est compréhensible parce qu'ils ont mis des efforts, etc. Mais je trouve que ça retire l'objectivité autour de l'embauche. Donc, moi, en adoptant un taux horaire, ça me permet de vraiment avoir une approche plus de partenariat avec mon client. Donc, que je le trouve moi-même ou que ce soit ton voisin parce que tu as découvert qu'il avait exactement les skills que tu voulais, ça ne change rien pour moi. Je vais m'assurer que tu fasses la bonne embauche pour toi puis ton entreprise. Ton client idéal aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Oui, je te dirais que j'en ai deux. Soit l'entrepreneur qui a des postes extrêmement déterminants pour sa business, justement son premier vendeur, sa première personne en marketing, etc. Puis il ne peut pas se planter. Il ne peut juste pas. Il faut qu'il ait la bonne personne parce que l'avenir de sa compagnie va être fortement impacté par cette personne. Donc ça, pour moi, c'est un bon client. C'est-à-dire que c'est un poste pas comme les autres qui va avoir un gros impact, une embauche importante. Et on parle vraiment de postes qui vont bâtir des fonctions. Puis un autre persona, c'est un client justement qui, par exemple, vient de lever du financement, va avoir des postes exécutifs, mais c'est très spécifique dans le temps, puis ils ne veulent pas nécessairement embaucher quelqu'un de ma seniorité pour recruter pour ces postes-là, parce que dans 6 mois, ils vont être comblés, ces postes, de toute façon, maximum. Donc, par exemple, HugoWorks, c'était ça le projet. Ils ont une équipe RH en place, mais pour aller recruter pour des postes plus exécutifs, ils avaient besoin de quelqu'un pour un moment donné spécifique. Puis après ça, comme ça, ils n'ont pas à terminer l'emploi de quelqu'un justement après 6 mois parce qu'il n'y a plus besoin. Puis comment ils t'ont trouvé, eux autres, pour le fun? HugoWorks, ben écoute, Claude Antoine, qui est mon ancien gestionnaire, c'est leur directeur RH. Là. Donc lui, le jour où je lui ai dit que je me lançais à mon compte, il m'a dit, donne-moi des heures. Okay. On vient de lever un financement, 51 millions en 2024. Là, fait que on a besoin justement de quelqu'un pour du recrutement plus stratégique. Puis, tu as dit que tu travaillais avec Visao aussi? Oui, Visao, ça, c'était plus mon réseau personnel. Okay. Il a fait l'émission commerciale, justement, dont je te parlais. Puis, c'est un ami, là. Donc, lui, pareil, il m'avait comme appelé au début pour des conseils de recrutement. Puis, finalement, j'ai travaillé avec lui. Puis après, il y en a qui ne sont pas aussi sur mon LinkedIn, là, où c'est plus des ententes de référencement, je te dirais, pour leur donner des coups de main. Mais je travaille également en ce moment avec Diagramme, qui est un fonds d'investissement, puis Studio. Là, donc ça, c'est des mandats différents.
c'est trouver des cofondateurs, des Ouais. CEO et des On s'en est CTO. parlé. Ouais, c'est vraiment hot. Ouais. Tu vois, j'aime les choses qui sortent de l'ordinaire. Là, Ouais. les mandats un peu impossibles, c'est ce que j'aime faire. C'est bon. Puis j'imagine que, tu sais, pour une offre, un modèle d'affaires comme le tien, qui est genre, c'est quand même ton temps qui est vendu, fait que t'as pas une quantité illimitée de temps. Dès que t'as une coupe de mandats puis de succès, ça fait boule de neige, puis tu vas avoir un engin de référence qui... Oui, Tu absolument. n'auras pas nécessairement besoin d'investir des centaines de milliers de dollars dans ta marque à toi. Là, écoute, j'étais presque triste. Je m'étais mindée pour faire de la prospection, puis à date, j'ai même pas eu besoin. Donc, je suis presque triste, presque. Ouais. Mais... C'est cool. Ouais. C'est cool. Je pense que ça prend aussi... Tu sais, tu as été dans un... Je dis pas... J'ai pas de jugement avec ce que je m'apprête à dire, mais tu as été dans un coussin corpo aussi chez Coveo, où est-ce que tu as beaucoup de filets de sécurité puis beaucoup de support à droite, à gauche. Oui, ça va vite, c'est de l'innovation, etc. Mais comme là, tu as quand même décidé de tout miser sur toi. Mm-hmm. Fait que ça prend quand même genre un niveau de courage qui est cool. Fait que tu peux être fier d'avoir fait le move. Là. Ben, merci. Puis il y a un an, jamais je t'aurais dit que j'allais me lancer à mon compte. Là, on dirait que ça s'est fait d'une façon quasiment naturelle. Ouais. Puis j'ai trouvé ça vraiment comme nice comme processus. Puis on parlait de Kraken, là, mais au début, c'était une joke. Là, c'était mon surnom. Ça se passe aussi, c'était une joke au début. Mais en fait, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui partent d'une joke. Puis finalement, ça prend de l'ampleur. Puis tu finis par créer un site web. Tu finis par acheter un nom de domaine. Puis là, ben, ça y est, t'es dedans. Puis t'es comme... OK, let's go. C'est nice. T'as-tu une histoire spécifique sur comment t'as aidé un SaaS, par exemple, que tu voudrais raconter? Oui, absolument. Ben, tu vois, à un moment donné, j'avais un de mes clients qui m'avait appelé pour justement aller chercher une personne pour fonder son équipe de vente. Okay. Donc, pareil, ça, c'était typiquement un exemple de on part d'un besoin A pour arriver à quelque chose de complètement différent. Donc, au début, il y avait des critères tels que la localisation. Il disait, moi, quelqu'un n'importe où au Canada, j'ai aucun problème avec ça. Je vais trouver quelqu'un qui fitait toutes les qualifications qui étaient à Vancouver. J'ai dit, t'es vraiment sérieux? Parce que je l'avais challengé. J'étais comme, t'es sûr que tu veux quelqu'un n'importe où au Canada? Oui, oui. Puis finalement, c'est comme, ouais, c'est quand même loin, Vancouver. Je suis comme, ah ouais, man, on ramène ça au Québec. OK, tu sais. Et petit à petit, t'amènes finalement l'entrepreneur à voir ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Puis c'est aussi important de montrer aux leaders, tu sais, ce qui existe sur le marché. Parce que parfois, c'est ça le biais de certains entrepreneurs. Ouais. C'est moi, j'ai une idée comme... Exact. Puis ils ne savent pas ce qui existe. Tu sais, comme par exemple, il y a des vendeurs, puis il y a des vendeurs. Il y a des bons vendeurs, puis il y a des vendeurs... Bref, moins bons. On va dire ça comme ça. Donc, c'est sûr que je sais davantage peut-être à quoi ça ressemble un bon vendeur en ayant été chez Coveo. Donc, tu es un entrepreneur qui ne sait peut-être pas ce qu'on est capable d'aller chercher comme type de talent, qui peut-être n'a pas été exposé à ça, va avoir des ambitions limitées. Puis moi, mon travail, c'est aussi de lui amener un pool de candidats différents en disant, ben, voici ce qu'on est capable d'aller chercher. Donc, maintenant, tu sais, de quoi tu as besoin, etc. Là. Donc, essayer de faire voir... typiquement, puis ça peut être aussi avec ton budget actuel, voici ce qu'on est capable d'aller chercher. Si tu ajoutes 20 000, voici ce qu'on est capable d'aller chercher. Par exemple, ça peut aussi être ça, puis la décision revient à l'entrepreneur de toute façon. C'est hot parce que tu utilises basically de la donnée pour que lui ou elle apprenne sur ses propres besoins. Genre, souvent, on a une idée préconçue de c'est quoi nos besoins, c'est quoi le profil, puis on sait même pas que... Je sais pas, je te donne un exemple. Le product marketing, c'est genre un poste qui est peut-être moins compris de certaines personnes. Des fois, tu penses que tu vas avoir besoin de ça ou tu sais même pas que ça existe. Puis d'avoir une personne comme toi qui a eu comme l'éventail puis la visibilité sur le marché au complet, ça te donne cette visibilité-là que toi, tu n'as pas le temps d'aller chercher. Tu n'as pas le temps d'aller sur le marché puis de checker tout, c'est quoi qui se passe, puis arbitrage en fonction de géographie puis de seniorité, puis nanana, c'est long en esti. Oui, puis tu sais, je connais aussi le marché un minimum. Là, donc, j'ai aussi eu un autre client qui n'est pas sur mon LinkedIn, mais qui à un moment donné, me demandait... Comment dire, c'est un client manufacturier qui se lançait aussi dans le SaaS en parallèle, puis qui me demandait, mais comment on fait, c'est quoi les gens en SaaS? Puis là, j'ai commencé à leur raconter tout ce qui s'était passé sur le marché du travail avec l'instabilité, le fait que c'était croissance à tout prix, puis que maintenant c'est profitabilité. Puis ils disaient, ah, mais nous, on est profitable depuis longtemps. J'étais comme, c'est bête, mais c'est un avantage pour toi à dire aux candidats parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait lay-off et qui sont un peu traumatisées des business non profitables. Donc, 100%. J'étais comme, ça, c'est un de vos avantages. Puis c'était comme, OK, wow. Donc, toi, tu positionnes le produit qui est une carrière dans cette compagnie-là sur le marché parce que tu as la vision plus globale. Ouais, c'est sick. Question, on va finir les questions en mitraille. Okay? J'ai une couple de questions que je veux qu'on aille rapidement à travers. Combien tu penses ça coûte
en tout et pour tout, une embauche en tech? En moyenne, 9 ou 10 000 9 ou 10 000 Puis là-dedans, on inclut quoi? Genre. Les systèmes, tes stratégies d'attraction de talent, ton branding, le temps que tu mets. Fait que tes salaires sont comptés là-dedans, ouais, à les l'interne? salaires des interviewers, des machins, tout ça. OK. Puis globalement, toute ton infrastructure pour essayer de recruter. Là. Ça, c'est pour une embauche, mettons, senior. Je l'étudie, moi, en question. Hein. Moyenne. Je dirais en moyenne, je l'avais calculé. Grossière en fait, moyenne, mettons. Ouais, une moyenne grossière, c'est OK. entre 9-10 000, mais on s'entend que si tu passes par un chasseur de tête, ça va davantage être 30 000 pour des postes seniors. Puis combien de temps? Ça dépend de la complexité du poste, mais je te dirais 2-3 mois, dépendamment de la complexité. Intéressant. As-tu un truc d'entrevue pour les jeunes recruteurs ou les fondateurs qui commencent à recruter? Oui. Regardez le degré de préparation de la personne en face de toi. Donc, quelqu'un qui a aucune question pour toi. Tu sais, on parle de changer de job, là, c'est pas anodin. Donc, si la personne n'a absolument aucune question, même pas qu'est-ce que tu aimes de ta job, même pas c'est quoi la structure de l'équipe, c'est quoi le day-to-day, ça, c'est un flag. C'est quelqu'un qui vient peut-être pour les mauvaises raisons ou simplement qui n'est pas préparé. Puis pour des postes plus go-to-market, vente, par exemple, quelqu'un qui se prépare pas, c'est éliminatoire. OK. Parce que quand tu parles à un client, tu veux te préparer, par exemple. Donc, le manque de curiosité, ça, c'est sûr que ça marche pas. Je te dirais aussi de laisser beaucoup de temps pour les questions. Ça, c'est souvent sous-estimé. Parfois, les personnes plus juniors qui passent des entrevues qui ne sont pas encore habituées vont vouloir avoir une liste énorme de questions qui vont balancer justement en mode interrogatoire. Donc, ça retire tout le côté humain. Puis pourtant, il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent surgir de ces interactions humaines. Ouais. Ça te permet de creuser dans des questions, tout ça. Mais c'est surtout l'important, c'est de laisser un bon 15-20 minutes dans ton entrevue pour les questions de la personne. Moi, mes meilleurs candidats, c'était à travers leurs questions que je les ai identifiés. Ça te dit vraiment comment la personne réfléchit. Ça te dit sur quoi elle va focuser. Si ces questions sont d'ordre stratégique, tactique, ça te dit énormément de choses. C'est comme en dating. Tu veux pas juste être toi tout le temps en train de parler. Tu veux laisser de la place à l'autre à parler. Mais imagine, tu es en dating, puis la personne en face te dit « Tu gagnes combien? Tu vis où? » C'est différent de qu'est-ce qui te passionne dans la vie. Pas beaucoup, puis au lac Beauport. Ouais, c'est ça. Zut, Frank. Mais tu vois, la qualité des questions, c'est super important. Puis un jour, j'avais quelqu'un, je me souviens, qui était comme très, très junior, pas technique, mais qui avait tellement de questions pertinentes sur le modèle d'affaires et sur le produit, puis il voulait tellement comprendre. J'étais comme lui, c'est une future superstar parce qu'il pose exactement les bonnes questions, puis il a de la suite dans les idées. Okay. Donc, la qualité des questions du candidat, ça pèse très lourd dans la balance. Prochaine question. Ouais. À quel point l'intelligence artificielle va influencer ou a influencé ton métier? Quand même beaucoup. Il y a beaucoup de postes qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Donc, ça prend de keep up avec justement ces technologies-là. C'est un exemple de poste qui disparaît? Beaucoup les postes de coordination. Ouais. On parlait de Calendly, là, c'est bête, mais tu as toute une génération d'assistants administratifs, tout ça, c'est remplacé. Là. Des traducteurs, beaucoup aussi. Avant, on faisait affaire à des traducteurs, mais là, ChatGPT t'en fait quand même une bonne partie, par exemple. Ouais. Puis après, c'est tout ce qui est automatisation des workflows. Là, tout ça, on peut vraiment l'automatiser. Ben, oui, donc ça supprime des postes, mais aussi comme en recrutement, ça impacte beaucoup la façon dont tu peux travailler. Donc, tu peux aller chercher plus de volume et de vélocité grâce à l'intelligence artificielle. OK. Tu le fais? Oui, quand même. As-tu un exemple, genre? Ben, écoute, par exemple, pour tout ce qui est drafting de mes messages d'approche, c'est sûr que je vais aller utiliser du GenAI, puis après, moi, comme plus aller personnaliser les choses. Tu as des options dans LinkedIn pour aller personnaliser aussi les bons éléments de ton message d'approche. On parlait de Calendly. Bon, ben, tu sais, moi, je fais plus du tout de coordination, même en étant toute seule à mon compte d'entrevue, puis j'en ai quand même du volume. Donc, tout ça, c'est sûr que c'est hyper important à aller optimiser. Puis, tu sais, tout ce qui est note-taker pendant des entrevues, tout ça, ça te sauve quand même beaucoup de temps. C'est clair. C'est clair, je viens de penser à toutes les entrevues que je passais chez Douda, puis la quantité de copy-paste ou de mise en forme que je prenais, parce que c'est stressant de prendre des notes en même temps. Là. Tu veux être présent, donner ton attention à la personne, mais tu veux pas oublier de l'information parce que tu sais qu'il y a d'autres parties prenantes qui vont te challenger sur cette info-là. Ouais. Fait que c'est clair que les note-takers en recrutement, c'est bon. Tu sais, c'est pertinent surtout pour prendre l'information, mais je pense que ça reste important de noter, toi, tes impressions sur le moment. Ouais. Okay. Mettons que tu as des choses qui te semblent ambiguës ou contradictoires, je pense que c'est important de le noter, là, mais tout ce qui est justement prendre des notes sur ce que la personne te dit, tu peux laisser les AI le faire. Ouais. 100%. Y a-tu un conseil que tu donnerais aux juniors qui veulent commencer en recrutement en tech?
Oui, je pense que souvent les RH se plaignent de ne pas avoir de siège à la table décisionnelle. OK, ouais. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans les organisations. Puis je pense que ça vient d'une place où les professionnels en RH et donc en recrutement souvent focus beaucoup sur la fonction RH et moins sur la connaissance de l'entreprise, par exemple. Complet, ouais. Donc, c'est sûr que ta pratique va être complètement différente si tu es un as des entrevues ou si tu vas vraiment comprendre en profondeur les enjeux de l'entreprise, la technologie, et t'appliques à ça une strate de connaissances en recrutement, par exemple. Donc, je pense que c'est là que tu apportes beaucoup de valeur et que tu n'es plus juste un obstacle, finalement, dans les pattes de l'entrepreneur ou de l'employeur ou du leader. C'est quand tu as une compréhension d'affaires, une compréhension technique. Puis même Comme pour le un bon candidat, vendeur aussi. c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Comprends ton industrie, comprends ton client avant d'aller y mettre ta couche fonctionnelle à toi, finalement. Donc, moi, ça, c'est mon conseil numéro 1, c'est prenez le temps de comprendre comment une entreprise fonctionne, comment un produit fonctionne, puis après, appliquez-y votre expertise, finalement, RH. Excellent conseil. Même chose, un conseil, mais pour que les compagnies se démarquent avec leur offre d'emploi. Faut que ce soit court. Court. C'est beaucoup trop long. C'est fou, beaucoup trop long. Essaie de faire fitter ça en 500 caractères, là. Okay. Même pas mots, là, caractères. Puis là, t'es on track. 500, c'est quand même ambitieux, là, mais on essaye. Puis essayer de mettre de l'avant vraiment le why. What's in it for me? Pour le candidat, les candidats, ils envoient plein des job descriptions. Donc, les termes génériques qui sont un peu aseptisés, oui, ChatGPT, ça peut t'aider à avoir une base, mais après, c'est très important d'aller y mettre, toi, ta propre couleur. Sinon, tu vas juste jamais te différencier. Puis, par exemple, dans tes différenciateurs, ça peut être justement le type de client avec lesquels tu travailles, le type d'impact que ta technologie a pour ses clients, mais aussi même ta tech stack pour tes devs. Donc, tout ça, c'est des éléments à mettre de l'avant. Puis, c'est ça qui va te différencier vraiment, mais il faut être court, beaucoup plus court dans les job descriptions. Bien, je vais te poser une question parce que j'ai une idée d'une nouvelle offre pour ça se passe, une nouvelle offre de service, grosso modo, où est-ce que, on a la job du mois qui est comme un blast de promo, une petite entrevue vidéo à distance, puis on parle d'une job spécifique qu'une startup veut combler pendant un mois, sur tous nos canaux. Mais ce que je me rends compte, c'est que justement, quand je regarde le job board de Ça se passe et les descriptions, les offres d'emploi en général, c'est assez long, c'est assez ennuyeux. Sur Ça se passe, on a essayé de faire ça un petit peu plus dynamique. Là, puis on a mis de la metadata, puis genre des toggles pour des sections, pour pas que ça soit genre un gros blob de texte plate. Mais je trouve qu'il manque de personnalité des fois, puis il manque d'humanité un peu dans cette offre-là. Fait qu'une des idées que j'ai, c'est d'aller passer une demi-journée, mettons, avec une ou deux startups, faire des entrevues one-on-one avec des joueurs clés dans la compagnie, faire une mini-interview avec, mettons, les fondateurs, prendre une coupe de shots des bureaux, des personnes, puis monter un profil comme beefed up, un peu comme pimpé sur le job board, puis voir si, je suis capable de vendre ça à des entrepreneurs. Tu penses-tu que c'est too much, mettons, pour une offre d'emploi? Ou en fait, ce serait pas pour l'offre d'emploi, ce serait pour le profil employeur. Puis en dessous de ça, il y aurait différentes offres d'emploi, tu comprends? Ouais. Là, on est en plein dans la marque employeur. Un peu comme on a fait avec Coveo, en fait, genre, mais comme plus systématisé pour plein de compagnies. Oui, c'est vraiment une offre de service de marque employeur. Donc, je pense que ça peut être très pertinent justement pour des entreprises. Tu branderais marque employeur, mettons. Oui, mais en même temps, il y a certaines connotations avec la marque employeur. Il y en a qui pensent que c'est juste du flafla, puis on met les valeurs sur le mur, là. Donc, indépendamment comment tu l'amènes, mais je trouve l'offre vraiment intéressante parce que ça donne justement une idée de l'image, la vraie image, la vraie identité, l'âme de l'entreprise. Puis là, on est en plein dans ce qu'est la marque employeur, là. Donc, non, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui probablement n'ont pas personne à l'interne pour faire leur marque employeur qui pourraient être intéressées, ou juste des entreprises qui ont une personne en marketing qui n'a pas le temps d'aller faire de la marque employeur. Puis ici, ils peuvent le mettre aussi sur leur site web. 100%. Et que ça reste pas juste sur le Ça contenu se passe. leur appartiendrait aussi. Là, tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Si ça restait juste sur Ça se passe, il faudrait vraiment que les gens ils aillent sur Ça se passe pour trouver le profil employeur. Mais si eux, ils peuvent l'utiliser pour leur LinkedIn, leur site web, je pense que ça peut devenir vraiment intéressant. Parce que avec Ça se passe, dans le fond, c'est que nous, on est capable de compter des bonnes histoires. Fait que je vais être capable d'aller chercher le monde puis leur poser les bonnes questions pour faire sortir le coup d'intéressant, mettons, à propos de ta compagnie. Mais aussi, on a une audience. Fait que c'est comme, en plus de te créer le bon contenu, on peut le distribuer à la bonne place, à du monde potentiellement intéressant pour toi. Puis si toi, tu veux le distribuer ton contenu, sure, vas-y, be my guest, tu sais.
Bon, mais offline, je vais te demander combien je devrais pricer ça. Cher. C'est bon. Pour finir, y a-t-il un SaaS que tu utilises qui te donne du bonheur, qui t'amène du bonheur? QuickBooks. QuickBooks, ah ouais? Ah ouais, juste pouvoir snapper mes dépenses. factures Ouais. de restaurant, bon. c'est très, très pertinent. Puis la réconciliation avec les comptes bancaires aussi. Ouais. Tu sais, je suis travailleur autonome, là, donc dans mon compte personnel, il y a un peu tout et n'importe quoi. Puis je peux juste splitter les dépenses personnelles, dépenses pro. Puis ça me sauve beaucoup de temps. J'ai laissé tomber le spreadsheet. Super. Des fois, ça n'a pas besoin d'être un logiciel révolutionnaire avec des fonctionnalités cutting edge là, qui te sauve du temps. Puis qui te... Ah ouais. Souvent, ces logiciels-là, il y a un love-hate relationship, en fait. Ouais. QuickBooks, c'est plus du love. Ouais. OK. Intéressant. Pour finir, Hélène, as-tu des shameless plugs? Ton site web, c'est talentkraken.com. Oui, exact. Est-ce que les gens peuvent t'écrire sur LinkedIn? Absolument. Hélène Soyer. Oui, Hélène Soyer. Il y a aussi ma page LinkedIn. Aussi, si jamais tu te souviens juste du Kraken, tu peux aussi juste chercher Talent Kraken. Tu vas finir par me trouver par ce biais-là. Mais oui, bien sûr, les gens peuvent me contacter si ce dont on a parlé aujourd'hui, ça vous interpelle, que vous n'êtes juste pas d'accord ou que vous voulez en savoir plus, avec grand plaisir. Puis moi, je vais te faire une double plug même. Ce que tu fais avec Diagramme, c'est assez intéressant parce qu'eux, ils ont un modèle unique où est-ce qu'ils vont prévalider un petit peu une idée de startup, puis ensuite trouver des founders pour la construire et l'agrandir cette compagnie-là. Fait que c'est un type de profil vraiment spécifique. Fait que s'il y a des founders actuels ou ex-founders ou futurs founders qui écoutent ça puis qui sont comme, d'après moi, man, ça m'intéresse de savoir c'est quoi ce setup-là. Je pense qu'ils devraient prendre la peine de t'écrire. Absolument. Ça s'adresse aux founders qui n'ont pas encore trouvé l'idée. Puis qui ne veulent peut-être pas repasser par la phase craft dinners nécessairement, ben, ça peut vraiment être une bonne alternative Diagramme. Puis les gens sont hot là-bas. Hélène, merci encore pour le café Kraken. Merci pour ton temps. J'ai appris plein d'affaires puis j'ai eu du fun. Merci. Merci, Frank. It's a wrap. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements, puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez SaaSpace puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Apollo 13, partenaire produit Ça se passe. C'est un studio no-code, low-code spécialisé en MVP qui look good puis qui scale pas pire pantoute. Basically, ils bâtissent des killer MVPs rapidement puis à moindre coût avec des outils qui sont très user-friendly. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur associé et directeur, M. Olivier Rousseau. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out.
Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis, last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!